Il y a souvent cette idée reçue que, en termes de salaire, si t'as fait HEC, tu seras au-dessus des autres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pas du tout. Enfin, moi, je le sens pas du tout. Quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, je vais faire du conseil ou de la finance. Je dis que c'est super bien payé, c'est assez prestigieux. Ça semble être un peu la voie royale, entre guillemets. C'est ce que je pensais faire. Et en fait... En tant que business manager chez L'Oréal, sur une échelle de 1 à 10, le niveau de pression, il est à combien? J'aimerais bien savoir, selon toi, quelles sont les compétences pour faire ce que tu fais, le type de personnalité Évidemment, HEC apporte beaucoup, mais je trouve que ça, c'est pas du tout une finalité en soi, et encore moins dans un parcours pro. Effectivement, popper sur LinkedIn à 2 mois de ton stage en disant salut, je suis ouais, c'est pas ça le network. en école de co, non, c'est compliqué parce que en fait vous êtes 1000 à faire ça et c'est pas ça qui marche. Pour le coup, si j'ai un truc que je dois à tout prix finir, je préfère rester un peu plus tard au travail. Mais quand j'ai turn off l'ordi, c'est terminé. Même quand mes parents me demandent si ça s'est bien passé au travail, je leur dis on en parlera après. Salut les amis, bienvenue sur Trade. Je m'appelle Boris Ravo, on est avec Camille. Diane Canève. Ok, donc c'est notre invité du jour. Alors très rapidement, avant de commencer, trade ça veut dire à la fois échange et commerce. Et justement, sur ce média, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des jeunes alumni d'école de commerce qui étaient sur l'école il y a pas si longtemps que ça et qui ont déjà réussi à se démarquer, atteindre des positions prestigieuses ou à créer des choses très intéressantes. Donc le but c'est tout d'abord d'inspirer, donc de montrer ce qu'il est possible de faire et de devenir après une école de commerce. Dans un deuxième temps, d'informer, c'est-à-dire ce qu'on va aller avec Diane, essayer de comprendre la réalité qui se cache derrière son métier, les questions de lifestyle, d'argent, etc. Et surtout, notre rôle avec Camille, c'est d'aller creuser d'un point de vue plus stratégique, pour essayer de comprendre comment les gens qu'on invite ont fait pour arriver justement où elles en sont aujourd'hui. Vous puissiez faire pareil et pour vous apporter un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et surtout à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Très important, ça va nous aider et si vous voulez voir des choses, si vous voulez poser des questions à Diane, très important, n'hésitez pas, on va commencer et je laisse la parole à Camille. Let's go. Salut Boris, salut Diane, bonjour à tous. Du coup, pour résumer rapidement, Diane, ton parcours, donc tu es actuellement business manager chez L'Oréal, donc au sein de sa marque numéro 1. Tu es passé par HEC, tu as fait un stage chez Louis Vuitton, tu as été présidente de l'asso mode de HEC, donc haute couture. Tout ça à 25 ans. J'ai rien oublié. Et un peu comme l'a dit Boris, c'est de comprendre ton lifestyle, ce que tu fais, ton métier, les réalités, ton parcours, comment tu as accédé à L'Oréal, ce que tu as fait chez HEC, comment tu l'as vécu. Et la première question qu'on se pose, personnellement, je sais pas trop ce que c'est business manager. Je sais que ça change aussi pas mal d'une entreprise à l'autre. Ce serait de comprendre concrètement, c'est quoi business manager chez L'Oréal, qu'est-ce que tu fais, tes journées, etc. D'accord, merci pour l'intro. Donc effectivement, j'ai intégré L'Oréal en CDI à partir de juillet dernier. Donc pour le poste de business manager pour la marque Maybelline, donc qui est une marque qui appartient au groupe. Donc concrètement, je suis en charge de la partie business de la marque, c'est-à-dire que j'ai la remontée de toute la donnée de nos ventes. Donc quand on travaille pour une marque qui appartient au groupe L'Oréal, souvent on a des canaux de distribution qui sont assez différents. Pour la marque Maybelline, par exemple, on vend beaucoup en hypermarché, supermarché. Donc nos premiers clients, ça va être Carrefour, Auchan, Monoprix, etc. Donc moi, j'ai toute cette donnée qui me remonte de nos clients et je dois l'analyser et derrière faire des recommandations pour voir un petit peu qu'est-ce qui a tiré la croissance vers le haut, au contraire, qu'est-ce qui a impacté nos ventes négativement, etc. Et donc faire des recommandations un peu stratégiques derrière pour, dans les mois à venir, positionner nos stratégies prix, nos stratégies promotionnelles, etc. pour tirer la croissance vers le haut. Et tout ça, ça passe aussi par un côté un peu créatif. Où typiquement on doit réfléchir sur de la mise en avant, sur comment mettre en valeur nos produits en boutique, tout ce genre d'éléments. Ouais. Et donc voilà, c'est un job qui est assez analytique et stratégique, tout en restant, je dirais, connecté au marché et aux produits, parce que je bosse sur des produits qui sont tangibles. Enfin, je sais de quoi il s'agit. J'ai aussi donc je travaille avec des chefs de produits qui eux, sont sur la partie un peu plus marketing. Et donc voilà, en partenariat avec la partie marketing, on essaie de construire le business en sachant sur quel produit on travaille. Du coup, ça correspond un peu à de la business analyse. Moi, j'en ai fait en stage. Oui, alors j'ai fait business analyst en stage. Ouais. Ça se rapproche. Chez L'Oréal aussi, okay. J'étais sur une autre marque NYX. À la zone, par contre, là, je suis sur le marché français, donc c'est un peu différent. À la zone, j'avais toujours cette remontée de données, mais de tous les pays. Ouais. Donc c'était hyper intéressant parce que aussi, on voyait un petit peu quels sont les relais de croissance sur chaque pays qui sont un peu différents et les tendances aussi de chaque marché.
Donc sur le côté analytique, c'est assez similaire. Par contre, en tant que business manager, il y a aussi toute cette partie créa dont je vous parlais, qui est très très connectée au marché et donc du coup au lieu de vente. Où pour le coup, typiquement, je bosse sur ce qu'ils appellent publicité lieu de vente. Donc je vais vraiment créer le contenu qui va nous permettre derrière. C'est un contenu qui va se retrouver dans nos boutiques et donc c'est très terrain. C'est plus terrain. Tu vas sur le terrain? On fait des visites terrain. Okay. C'est hyper nécessaire parce qu'on a de la remontée, notamment de toutes ces personnes qui vont aller. Donc il y a des personnes qui s'appellent donc les ECM, c'est leur job. Elles vont aller positionner les produits dans les rayons. Et donc c'est elles en fait qui ont toute cette remontée client, le client dernier, pas le client Carrefour, mais le client, la consommatrice qui va aller acheter son mascara. Okay. Et c'est elles qui sont le plus en contact avec la consommatrice finale. Et du coup, effectivement, on a des rencontres avec ces personnes-là parce que nous, à l'échelle du business, on est du coup dans les bureaux et on a besoin de cette information-là aussi pour nourrir notre stratégie long terme. Ok. J'ai pas trop, excuse-moi. Vas-y. Sur la partie créative, du coup, est-ce que tu aurais un exemple d'une opération que vous avez faite dernièrement pour ce côté créatif, parce que j'arrive pas trop à le cerner exactement. Est-ce que tu as un exemple? Oui, bien sûr. Du coup, un des relais de croissance, ça reste la promo. La promotion, quand on bosse sur une marque donc accessible comme Maybelline, donc qui se veut accessible et qui recrute aussi via ce positionnement prix accessible. Donc la promo, ça reste un relais de croissance hyper important. Et par exemple, la promo, ça passe par la conception de tracts qui sont ensuite distribués auprès de la consommatrice finale en magasin. Et donc ça, le tract, il y a toute la partie stratégique derrière où on analyse quel type de promo on doit faire, mais il y a aussi la partie créative où on doit comprendre comment le message va mieux passer auprès de la consommatrice finale, être clair, concis, avoir les bonnes infos. C'est du copywriting un peu. Tu vois, c'est quoi? Explicite-moi ce que tu veux dire par ça. C'est l'art d'écrire des textes de vente et des messages persuasifs en gros. Oui, c'est un peu de ça, mais il y a aussi, on a aussi justement toute la remontée, ne serait-ce que visuelle de ce qui fonctionne ou pas. D'accord. Et tu travailles sur la partie visuelle aussi Avec des studios qui réalisent la partie très créative sur Photoshop, etc. Et donc tu donnes le go ou le no-go? C'est ça. Ok. On a donné des guidelines un peu précises de ce qui marche et aussi des messages qu'on veut faire passer. Évidemment, on a une identité de marque qu'on veut aussi défendre. Donc tout ça, c'est important et il faut tout corréler et à la fois parler à la consommatrice et à la fois respecter les messages qu'on veut faire passer en tant que marque. Et donc ça se fait... Enfin, vous donnez des recos à la partie marketing. Vous pouvez directement travailler sur des projets créatifs. On fait des briefs au studio qui ensuite s'occupent de la réalisation finale via des logiciels plus poussés. Ok, donc c'est vous directement qui pouvez donner toutes les infos concernant une créa précise. Je trouve ça intéressant parce que je sais pas si t'avais pensé à ça, mais pour moi, je voyais plus la vision analytique et stratégique et pas la dimension créative. Tu vois. C'est le gros du travail. Effectivement, c'est plutôt analytique et stratégique. Et après, il y a le complémentaire créatif qui fait la différence avec le job de business analyst où pour le coup, j'étais vraiment que sur du chiffre. Là, il y a aussi le fait qu'effectivement, on est très terrain et que du coup, il faut définir une stratégie de mise en avant sur nos lieux de vente. Et donc ça passe par une partie aussi plus créative et plus produit. Mais le gros de mes missions, ça reste de la prévision de vente, de la stratégie prix, donc réfléchir à comment on positionne nos produits en termes de prix pour recruter, pour recruter de nouvelles consommateurs et respecter nos objectifs de marge, etc. Et donc aussi tout ce qui est analyse des remontées de vente, comme je disais, pour ensuite concevoir une stratégie long terme. Ok. Et pour comprendre du coup comment se positionne un petit peu ton poste, la hiérarchie de l'entreprise, un petit peu dans la structure, l'organigramme, c'est vous êtes au sein du département marketing ou c'est un département, je sais pas, opérationnel excellence ou des trucs comme ça, je sais que ça existe pas mal dans les boîtes. Donc c'est quel département et niveau hiérarchique aussi. Moi j'étais dans le conseil, donc si je prends mon exemple, t'arrives, t'es junior, t'es en bas de l'échelle on va dire en termes de grade. Toi business manager, ça se situe où dans cette échelle? Alors donc c'est l'équipe marketing en effet, mais donc c'est l'équipe business au sein de l'équipe marketing. Donc du coup on est 3 dans cette équipe parce qu'il y a aussi une personne qui est spécialisée sur l'online, donc qui est vraiment stratégie, e-commerce, etc. Il y a mon manager qui s'occupe des deux, donc de l'offline et de l'online. Et ça s'intègre dans le marketing de la marque Maybelline, avec donc les chefs de produits dont je vous parlais, qui vont s'occuper eux davantage d'un focus sur un produit, enfin sur un sous-segment. Ou un segment, donc par exemple les yeux, le teint, etc. Et donc ils vont s'occuper vraiment des concepts produits. Donc là c'est la partie vraiment créative où c'est le cœur de leur métier. Et donc moi effectivement c'est la partie plus analytique, mais on travaille main dans la main parce que les deux sont corrélés et que moi mon business il dépend aussi des concepts qui ont été produits, etc.
Et pour la hiérarchie, j'ai donc comme je vous disais un manager qui travaille sur l'online et l'offline, et j'ai en dessous de moi une stagiaire qui est aussi sur l'online et l'offline. Donc... Et du coup, t'as une stagiaire là, c'est toi qui la gères. Oui. Sa tutrice. Ça fait quoi parce que t'as fait des stages avant, Ouais. de passer de l'autre côté. Je crois que t'as eu des stagiaires aussi. Ouais. Ça fait quoi? Genre d'avoir des gens, ça botte, entre guillemets. Moi perso, j'ai bien aimé. Le Ok. côté management, tu touches pour une première fois au management, donc moi Ok. c'était une bonne expérience, accompagner la personne et tout dans son développement, parce que en vrai dans les stages, en école, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, j'ai grave évolué en termes de compétences, d'apprentissage et tout, enfin, encore plus qu'à Ouais. l'école. Ok. Et ça se ressent quand tu transmets et que la personne évolue aussi, et ça c'était l'aspect grave cool. Donc, Ok. moi j'ai bien aimé. Moi, je trouve que c'est une des parties les plus dures d'un travail quand on vient d'arriver sur un poste, parce que en fait c'est là où il y a l'impact le plus direct. Quand on travaille sur le business, on analyse des chiffres, etc. Mais en fait, quand on est quand on travaille avec une personne directement, notre management a un impact sur cette personne, sur son développement, comme tu disais. Et on a un rôle une responsabilité qui est très forte. Et moi, je trouve ça effectivement très intéressant et très agréable de voir une personne se développer, être au maximum de son potentiel aussi, et peut-être aussi la diriger vers ce qu'elle veut faire plus tard, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant et hyper formateur. Et je trouve que c'est aussi important effectivement d'être passé par la case stagiaire avant. Ouais. Moi, j'essaie vraiment tous les jours de me dire comment j'aimerais qu'on se comporte avec moi, et j'essaie C'est bien au ça. mieux de me tenir à la manière dont j'aimerais qu'on se comporte pour du coup pouvoir lui apporter le plus. Et donc voilà, je pense que c'est important aussi de pas oublier ce que c'est d'être stagiaire pour mieux former et être à la hauteur de cette responsabilité. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous en pensez sur le downside du management, c'est-à-dire le fait que peut-être des fois est-ce que vous avez eu des fois l'impression d'être des flics, un peu des gens qui travaillaient pour vous, non? Non, Ou moi, d'avoir je le vois pas du ce tout comme ça. regard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comment dire ça? Qu'en gros, il y a quelque chose que vous attendiez, ça n'a pas été fait comme vous le vouliez, et donc ça génère de la frustration, ou généralement ça se passe toujours bien. Je considère que si ça n'a pas été fait, c'est que j'ai pas été claire dans mon brief. Ouais, ok. Et je trouve aussi que quand une personne commence et débute sur des missions, on doit co-construire la mission Ouais. au début, travailler ensemble, etc. Je pense que c'est important de faire les premières missions ensemble, et ensuite effectivement de laisser de l'autonomie, parce que c'est aussi une des skills que doit développer le ou la stagiaire derrière, c'est l'autonomie. Mais effectivement, non, au début il faut travailler ensemble, je pense. Donc si ça a mal été fait, je pense qu'il faut juste rebriefer, retravailler ensemble, au moins pour les first steps. Ouais, moi je pose la question parce que j'ai pas eu de stagiaire, mais ça m'est déjà arrivé de recruter des freelances, et j'avoue que des fois ce côté tu te dis presque j'aimerais le faire moi-même, quoi, à la place. Ça de manière globale en vrai. Ouais, Enfin, que ça mais soit- mais c'est important aussi de savoir laisser à d'autres personnes Déléguer, pour pouvoir ouais. avancer, donc ouais. Ouais, je comprends. Moi, je sais que j'ai énormément de mal à déléguer, à donner à quelqu'un d'autre Ouais. un travail à faire, parce que je me dis, ça correspondra jamais à 100% à ce que j'attends, Ouais. et je pourrais le faire moi-même. Après, bon, c'est un truc qui s'apprend, et de toute façon, t'es obligé de le faire, parce que sinon, C'est ça sûr. avance pas beaucoup. Mais On va le faire la très rapidement difficulté- pour les montages. la difficulté, c'est aussi derrière de savoir dire de la bonne manière à quelqu'un quand ça correspond pas, parce que des fois, comme tu dis, ton brief peut être mauvais. Il y a des fois aussi où ton brief, peut-être qu'il était pas assez précis, mais la personne aurait pu le dire. D'ailleurs, j'ai pas compris ton Ouais. brief, tu vois. Et c'est cette difficulté des fois d'aller voir une personne qui est peut-être au même grade que toi, au même poste, voilà, qui est ton homologue, et c'est compliqué de le dire parce qu'il y a un certain tact à avoir. Tu veux pas créer de conflit avec une personne avec qui tu travailles et tout ça, c'est assez compliqué à gérer, je trouve. Je trouve que la culture du feedback, c'est hyper important. Il faut être capable de donner du feedback et d'en recevoir aussi, et il faut le demander, parce que effectivement, quand on est à un stade, enfin justement, là c'est ton stagiaire, il va pas forcément aller te contredire. Ouais. Donc c'est aussi important, je pense, en tant que manager, de rendre le feedback complètement normal, et d'en faire juste un prérequis pour votre travail ensemble. C'est intéressant ça, tu le sens le côté hiérarchique où un stagiaire il va peut-être pas oser te dire quelque chose qu'il a mal compris ou quelque chose. J'ai été stagiaire, donc oui. Ouais, tu sais. Je pense que oui, et puis je le sens aussi effectivement quand les stagiaires osent pas dire qu'il y a trop de travail ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi soi-même avoir un peu ce recul. Ouais. Mais une honte à pas comprendre une consigne. Ouais, Tu vois, je vais te demander de me faire un Excel sur un sujet. Tu vas pas forcément comprendre la consigne, mais ça paraissait tellement clair comment je l'ai dit, pour moi,
Que Ouais. toi, tu vas te dire, si je comprends pas, c'est que je suis bête. Ouais. Je suis teubé, et donc je vais pas aller le dire, je vais pas dire j'ai pas compris, alors que c'est hyper simple, faut juste le dire. Parce que... Je pense que c'est important justement de le dire pour les gens qui écoutent que pas de honte potentiellement à pas savoir ou pas comprendre, parce que surtout quand t'es au début, c'est normal, il y a un processus d'acclimatation. Et pas hésiter à y aller. Clairement. Parce que sinon... Sinon. on finit dans la merde. En vrai, moi, j'ai eu des situations qui sont compliquées. En vrai, au final, quand tu as la chance d'avoir eu des bons managers, que ce soit en stage ou après, ça t'aide aussi énormément à voir ce qui pourra être reproduit. Enfin, en fait, tu reproduis un petit peu ce que tu as vécu. Bien sûr. Ou alors tu essayes de pas reproduire ce que tu n'as pas aimé. Mais c'est ça aussi qui sert de ouf. Moi, je sais que j'ai eu un manager de ouf quand j'étais dans le conseil, notamment. Et ça m'a énormément aidé quand j'ai eu ma stagiaire, à lui donner les bons conseils, à lui donner aussi le niveau de liberté dont elle avait besoin et tout. Donc, ça, c'est hyper important. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit. C'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier actuel? La partie que tu aimes le plus? Le côté analytique et stratégique. Donc, Ok. par exemple, prévision de vente, je trouve ça hyper intéressant. Je travaille avec l'équipe de Supply qui elle-même donne les guidelines à l'usine des quantités à produire pour les mois à venir. Ok. Donc, c'est un travail qui doit être assez rationnel parce que du coup, si on fait du surstock ou au contraire, quand on est en rupture, ça impacte directement le business. Donc, c'est aussi une assez grosse responsabilité. Au début, forcément, c'est un peu impressionnant de se dire qu'on est un peu responsable des quantités qu'on transmet, mais c'est hyper intéressant à construire. On travaille ensemble avec l'équipe de Supply, donc ça me permet aussi d'avoir leurs inputs sur plein de données qui sont très techniques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette partie rationnelle, mais il y a aussi la partie un peu instinct, où on doit se projeter dans 8 mois, 9 mois, est-ce que ce produit sera racheté autant qu'il l'est aujourd'hui, etc. Et donc ça, c'est la partie un peu plus intuition Ok. qui doit aussi être développée. Et c'est pas forcément évident quand on arrive sur un poste, mais ça se développe en connaissant le marché, en connaissant un petit peu les tendances et encore avec la partie un peu devinette, quoi. T'es backé par des data aussi un petit peu, tu t'appuies sur des prévisionnels? Oui, il y a aussi de ça, bien sûr. Et donc, c'est tout ça qui fait que c'est hyper intéressant, cette partie-là. Parce que c'est à la fois stratégique et aussi ça développe un aspect un peu, savoir se positionner et anticiper en faisant confiance à ses intuitions. Tu me fais une passe D sur une question que je voulais te poser un Vas-y. peu plus tard, mais c'est parfait. J'en ai deux, du coup, ça concerne le conseil. On parle beaucoup de cette dimension stratégique qui te plaît, analyse de données, projection et tout. Pourquoi tu t'es pas tourné vers le conseil? Je crois que tu as fait un stage chez Kearney en plus. Alors, C'était c'était une formation, ouais. Effectivement. Un cabinet de conseil. Ok. Quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du conseil ou de la finance. Parcours assez classique quand on rentre en école de commerce. Pourquoi d'ailleurs? Ça vient d'où? C'est un peu ce que tout le monde finit par faire. On a l'impression, c'est bien, on te dit que c'est super bien payé, c'est assez prestigieux. On a un peu ces idées-là en tête quand on arrive en école de co et ça semble être un peu la voie royale entre guillemets. C'est ce que je pensais faire et en fait, justement, en étant présidente de l'asso de haute couture, donc qui était dans les industries de la mode et du luxe, je me suis rendu compte que vraiment c'est ce que j'aimais, que je voulais pas passer à côté de ça et je me suis entre guillemets autorisée à faire ce que je voulais. Donc j'ai fait ce premier stage chez Vuitton où pour le coup c'était très marketing et très tourné produit. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement bosser dans cette industrie c'est ce que je voulais, mais qu'il me manquait un petit peu le côté analytique parce que pour le coup c'était très très créatif et hyper intéressant parce que du coup je bossais sur des productions qu'on retrouvait après en magasin 6 mois après, donc hyper impactant et hyper intéressant. Mais il me manquait vraiment ce côté très analyse sur Excel, chiffres, données, etc. Et donc ça m'a aiguillée vers mon stage donc de deuxième partie de césure que du coup j'ai fait en tant que business analyst. Et voilà, pour moi c'était vraiment important de garder cette partie chiffrée que j'avais en tête et qui me plaisait, mais de faire ça dans une industrie qui me plaît. Conseil, j'y ai pensé, mais c'était trop généraliste. Et je pense que quand on a une appétence pour une industrie, c'est pas mal aussi de se lancer directement dedans pour voir, peut-être dévalider complètement cet intérêt en se disant en fait c'est pas du tout ce que je veux, c'est quelque chose qui me plaît sur le côté loisir, mais pas du tout quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue pro. Là, moi, je me rends compte que c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue pro, donc je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Ok, je vais faire le mec chiant. Pourquoi t'es pas allé dans un cabinet de conseil qui ont des spécialités luxe du coup? Il y en a?
Parce qu'au début, j'étais aussi intéressée par toute la partie. Enfin, je trouve que faire partie d'une marque, t'es quand même davantage responsabilisé dans lancer des produits, faire des campagnes qui fonctionnent, suivre ton business. T'es beaucoup plus impliqué. T'as la culture de l'interne, quoi. Enfin, appartenir, Ouais, l'appartenance à la je pense marque. que c'est au-delà important. de juste faire mon travail et apporter de la valeur. Ouais, je pense que t'étais plus mobilisé. Enfin, en tout cas, à mon échelle, je me sentais plus mobilisée dans toute la stratégie et plus impliquée. Et en plus, c'est des groupes où c'est vraiment agréable de bosser pour ces groupes-là. T'apprends énormément de choses, t'as énormément de moyens aussi financiers qui te permettent derrière de développer à grosse échelle tes idées. Enfin voilà. Ok. Petite question, parce que là on a touché du doigt des points sur lesquels on va revenir, notamment ton stage chez Louis Vuitton, etc. Première, puisque tu as parlé beaucoup d'analyse, de rationalisation, et je me demande, est-ce que c'est un truc d'où ça te vient, ce côté que tu kiffes là-dedans? Parce que t'as l'air, justement, t'es très structuré dans ta pensée, t'es très carré, je trouve, tu t'exprimes bien, et sur le côté analyse et rationalisation, peut-être ma question est pas claire. Désolé. Si, c'est clair. Okay. Je pense que j'ai pas plus poussé. Je me suis j'aime bien pas assez questionnée sur moi-même. Non, mais je pense que t'as toujours été. Est-ce que ça a commencé avec la prépa? T'étais bonne en maths ou des trucs comme ça? Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire. Enfin, effectivement, la prépa déjà forme un peu cet esprit analytique. Enfin, vous le validerez tous les deux, je pense. Ouais. Et il y a aussi le côté, effectivement, moi j'aime bien les maths, j'aime bien le côté chiffré, j'aime bien Excel. Sa phobie. Ouais. Non mais je sais, en fait, soit on adore Excel, soit on déteste. Ouais, clairement. Il y a vraiment des teams. Mais non, j'aimais bien cette partie-là. Et puis même trouver des solutions. Enfin, j'aime bien l'aspect problem solving. Ça, j'aime bien. Où effectivement, quand t'as la data à l'appui, ça t'aide aussi à expliquer, à trouver les vraies causes des problèmes et les drivers de croissance. Donc voilà, je dirais que c'est quelque chose que j'ai développé en prépa et que je développe encore plus aujourd'hui appliqué à un business précis. Justement, vu que tu travailles avec beaucoup de data, etc., et que tu as même parlé d'intuition, ça veut dire que dans ton taf, tu vois vraiment l'impact des actions que tu as, genre. Effectivement, on essaye le plus de faire des corrélations entre typiquement une campagne promo, tu vois l'élasticité de ta demande par rapport à cette campagne, tous les prix aussi. Ça, c'est l'approche très rationnelle où effectivement, tu essayes le plus d'anticiper les réactions immédiates sur le chiffre d'affaires de ce que tu fais. Et après, il y a toute cette partie intuition qui reste quand même importante parce que... Moment de définition, je crois, pour ceux qui nous regardent, l'élasticité. Pardon. C'est l'impact direct que va avoir, par exemple, une évolution de prix sur la demande. C'est-à-dire, est-ce que si tu augmentes ton prix de 1 euro, est-ce que directement ta demande va baisser de combien de pourcentage, etc. pour voir de quelle manière c'est corrélé. Ouais. Et donc, dans quelle mesure tu peux te permettre derrière de changer certaines parties sur ton business sans que ça impacte ta demande. Je t'ai posé la question sur l'impact parce que souvent le cliché qu'on peut avoir, c'est que dans les grands groupes, après ça dépend sûrement des postes, etc. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. On peut avoir cette idée que tu fais des choses, mais tu vois pas vraiment l'impact direct de tes actions et donc l'impression que ce que tu fais a pas véritablement de sens. Toi, tu trouves du sens et quel est le sens ou s'il y en a un que tu trouves dans ce que tu fais? C'est là aussi la différence entre business manager et business analyst, c'est que pour le coup, manager, tu gères aussi la partie mise en avant et la partie, comment toute la stratégie se cascade ensuite jusqu'à la mise, en boutique et du coup la vente directe auprès de ton consommateur final. Et effectivement, quand tu travailles sur je sais pas, tu réalises, tu définis quel produit va être en promo et qu'ensuite tu le vends en promo et que ça te fait tes augmentations de vente directes après, ça se fait en plusieurs temps, bien sûr. C'est aussi long, souvent. Ok, ça se fait sur plusieurs mois? Limite, oui, effectivement. Toutes les campagnes, par exemple, ont un impact plus ou moins immédiat sur tes ventes derrière. Mais effectivement, tu peux suivre d'un point de vue marché ce qui se passe in fine. Ok. C'est vrai que ça, c'est quelque chose moi que j'avais ressenti aussi quand j'ai fait mon stage en business analyse. C'est que vraiment... En fait, j'avais cette frustration tu travailles sur de la data, des trucs très stratégiques, et derrière, tu fais juste des recommandations. Ça s'arrête là. Ouais. Après, les autres départements, le marketing, etc., ils font ce qu'ils veulent avec. Toi, tu fais les études, mais derrière, tu sais
Ouais, tu limite, sais pas où, en fait, ouais. t'as pas de suivi dessus parce que c'est pas ton rôle. Ça se trouve, t'as bossé pour rien, quoi. Ouais. Ok. Donc tu vas faire des recos et puis derrière, tu sais pas ce qui se passe. Ok. Et du coup, t'as pas cet impact tant stratégique que ça parce que tu fais que de l'analyse. Derrière, tu sais pas ce qui est produit et t'interviens pas dessus. Et ce que j'ai retrouvé dans le conseil plus, c'est justement cette partie où je mets en place des choses. Je suis pas juste en train de réfléchir. Tu fais toute la chaîne de valeur en fait de A à Z. C'est pour ça, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui aussi s'orientent vers du start-up. Parce que justement ils se disent comme c'est à plus petite échelle, ils peuvent plus facilement voir l'impact qu'ils ont. Après s'il y a des gens, parce que c'est intéressant parce que t'as le côté du coup performance aussi, puisque tu dois générer forcément de la performance. Donc peut-être qu'on peut le voir aussi du côté défi. Sur t'as pas l'air d'accord. J'ai pas très bien compris. Ah pardon. Sur le côté comme tu fais un métier aussi où il faut avoir de la performance, que c'est peut-être un défi pour toi d'accord, un défi personnel. Ouais. Oui, effectivement. Après, je le vois vraiment comme une partie du job où, dans la mesure où c'est toi qui a de l'impact sur ce que tu vas pousser comme recommandation et comme stratégie, effectivement, derrière, ça doit performer. Sinon, ça prouve que c'était pas une bonne reco. Mais oui, il y a le côté défi, évidemment. Et puis, je pense que justement, dans les grands groupes, en termes de tout ce qui est... Enfin, il y a aussi une analyse des performances à échelle individuelle. Ça, c'est ce qui revient de manière récurrente dans des points feedback, etc. C'est vraiment, on va aller regarder l'impact que tu as eu quand même. sur le business. D'ailleurs, tu m'avais dit que c'était un peu corrélé avec ton revenu. Exactement. Ouais. Donc, pas encore parce que ça fait trop tôt. Ça sera. Mais effectivement, il y a toute cette partie salariale qui est corrélée. Et puis la partie feedback aussi, où on attend de toi, en fait, quand tu es sur des postes de management sur le business, qu'il y ait des impacts directs. Mais même en termes de chef de produit, etc., il y a des attentes directes sur ton produit que tu as développé, où est-ce que tu veux, enfin, comment tu veux le mettre en avant, etc. Derrière, on voit directement si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et bien sûr, ça retombe pas sur une personne. Ouais, mais c'est aussi, c'est là où chaque personne apporte sa plus-value en ayant ses idées et sa manière de voir les choses. Ou derrière, potentiellement, il y a des idées qui seraient pas venues à l'échelle d'une équipe, mais qui viennent individuellement d'une personne qui va faire cette reco-là. Ou effectivement, c'est ça qui va être un game changer derrière potentiellement. Sachant qu'il y a quand même un regard sur ce que tu fais, tu dirais qu'en tant que business manager chez L'Oréal, sur une échelle de 1 à 10, le niveau de pression, il est à combien ? Non, je dirais pas qu'il y a de la pression parce que c'est important aussi quand quelque chose merde derrière, ça va pas retomber sur une personne. Okay. Et pour le coup, c'est une équipe. Il y a des managers aussi. Enfin, c'est vraiment la charge est dispersée entre les différentes personnes. C'est plus dans l'aspect positif où pour le coup, si tu pousses une idée, je trouve qu'à L'Oréal, en tout cas, il y a un esprit entrepreneurial qui est très encouragé. Ouais. On t'encourage vraiment à réfléchir toi-même sur des propositions et voilà, à sortir de ce qui a déjà été fait, à faire tes propres recos, etc. Et pour le coup, effectivement, si derrière ça se prouve efficace, c'est vraiment aussi une gratification à l'échelle personnelle ou ouais. Côté pression, enfin, moi je vois peut-être ce que tu veux dire, c'est j'avais pas de pression quand j'étais dans le conseil, mais pas de pression directe de mes managers qui mettaient la pression et tout pour finir. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de rush où il y a des livrables à faire et on est jeudi ou mercredi, il faut livrer un truc pour vendredi. Là, t'es sous pression, mais c'est de la bonne pression, c'est juste je dis ça... faut charbonner et faut y aller, quoi. Ouais, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement essaieraient de jauger le niveau de pression qu'il y a dans le taf s'ils veulent se projeter par exemple dans ton métier et par rapport à d'autres comme par exemple en finance, on en recevra, mais des fois c'est sur les horaires, etc. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler. Et même par exemple dans la tech, chez Google, etc. L'environnement, par exemple, de ce que j'ai déjà entendu, c'est très chill. Genre, tu peux venir en claquette, il y a un open space, il y a une table de ping-pong. C'est start-up. Ouais, par contre, la pression que t'as, genre, ils peuvent te virer du jour au lendemain. Okay. Donc, c'était plus dans ce sens-là, mais on est plus sur une échelle, je dirais pas jusqu'à dire chill, parce que comme il a dit, il y a des périodes de rush, etc. Mais oui, c'est les périodes de rush, effectivement. Mais je pense que aussi, effectivement, quand on bosse pour un grand groupe ou une marque, il y a tout simplement une charte avec
Enfin voilà, tous les mois, t'as telle ou telle chose, tel livrable que tu dois rendre à tout prix à cette date-là parce que tout simplement c'est cyclique et que ça se passe comme ça depuis des années. En data, business analyst, tout Voilà, ça, exactement. Et ça, pour le coup, effectivement, il faut respecter cette deadline-là. Et effectivement, c'est pas une pression en tant que telle, mais c'est sûr que il faut avoir en tête que c'est cadré, qu'il y a des guidelines. C'est que je pense que pour le coup, j'ai jamais fait start-up, mais t'es un peu plus flexible vu que c'est un peu toi qui drive aussi à quel moment tu veux construire ton livrable et ta roadmap. Là, c'est quelque chose qui est cyclique en effet, et du coup, on doit se plier à cette timeline-là. Ouais, c'est normal. Moi, j'avais une question sur, justement, on a parlé de ce que tu faisais, et au niveau des compétences. J'aimerais bien savoir, selon toi, quelles sont les compétences pour faire ce que tu fais, le type de personnalité, ou pour des gens qui aimeraient se projeter. Alors, bien entendu, ça dépend, mais selon toi. Ok. Donc je vais pas répéter, mais donc d'un point de vue plus hard skills, c'est plus analytique et stratégique. Ok, donc quelqu'un qui aime bien aimer l'analyse. les chiffres. Aimer les chiffres, ok. Mais ça c'est pour le côté business, parce que il y a aussi donc les chefs de produits par exemple avec qui je travaille, où eux ils ont un côté vraiment très très créa. Après donc pour l'aspect plus compétences, enfin par exemple il faut être curieux, je pense. Il faut être curieux. Parce que tout ce qu'on disait sur l'intuition, pour moi, ça se développe via de la curiosité et une appétence pour le marché, comprendre ton consommateur, essayer de justement comprendre aussi les tendances. Et donc, ça passe par se renseigner soi-même et avoir cette envie de comprendre comment tout ça fonctionne pour ensuite, derrière, avoir un aperçu moins rationnel, enfin, qui reste toujours un peu rationnel parce que effectivement c'est basé sur l'inspection des tendances, etc. Mais d'avoir cette vision qu'on s'est bâti via tout simplement l'intérêt qu'on a développé pour le marché, pour la concurrence, etc. Ok, donc vas-y. Donc, globalement, ton taf, il s'arrête pas forcément à ta journée de travail. Enfin, derrière, tes lectures, peut-être, j'en sais rien, parfois vont être orientées luxe, du coup, en distrib, mais sur le marché que tu vis, sur la compréhension des consommateurs et tout. Ça va un peu au-delà de ta journée de travail, quoi. Et ça, chez Vuitton aussi, déjà, on nous demandait de suivre la concu de près. Moi, j'avais un compte Insta avec que de la concu, quoi. Je regardais ça. Après, j'ai eu du mal à supprimer à unfollow parce que juste, c'était devenu effectivement mon quotidien un peu de scanner la concu et de voir ce qui se fait. Ouais. Je pense que c'est important, peu importe nos métiers aussi, d'être un peu alerte. Bien sûr, il faut couper, hein. Ça, on en parlera après. Il faut couper. Une fois qu'on est plus au taf, on est plus au taf. Mais non, il faut développer cette curiosité et cette connaissance du marché. Je sais pas si c'est une skills, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui a développé. Pour le coup, quand on arrive chez L'Oréal, moi j'ai remarqué que même quand on recrute des gens, effectivement, on recherche surtout de la motivation, des gens volontaires et pas forcément des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le marché des cosmétiques ou du maquillage, etc. Parce que ça se développe après. Mais en revanche, il faut cette motivation et cette curiosité qui va ensuite nous permettre nous-mêmes de développer cette connaissance du marché qui est, pour le coup, je pense, un peu nécessaire sur le long terme sur un poste. Ouais, ça fait la différence entre un bon candidat et un très bon, genre qui va vraiment s'intéresser, au-delà de faire son travail, il s'intéresse vraiment en dehors à son marché, à sa compréhension et tout, et ça fait un peu une diff. Bien sûr, et ça se développe pendant le poste, c'est vraiment du learning by doing où à force de voir ce qui se passe, on commence à comprendre comment ça fonctionne et on peut anticiper. Et donc c'est des compétences qui se développent, mais je pense qu'il faut déjà avoir cette curiosité qui te permet de les développer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas que l'aspect macro avec l'analyse pure data chiffres. De ce que tu me dis, il y a aussi un peu de micro, d'aller comprendre le client, d'aller au contact, du marketing en soi, des entretiens, vous faites des entretiens avec des personnes, vous essayez d'aller... C'est ça, de la récolte d'infos et essayer de comprendre comment tout ça fonctionne en effet. Du coup, tu as dit côté data, aimer les chiffres. La curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres compétences clés un peu créatif aussi du coup, et soft skills, je dirais justement savoir travailler en équipe, hyper important surtout quand on est dans des équipes assez grandes. Là par exemple dans mon poste, ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis pas mal en connexion directe avec différentes équipes. Donc je vous parlais de la supply tout à l'heure pour tout ce qui est prévision de vente, du studio pour tout le côté créa. Je travaille aussi pas mal avec ce qui s'appelle la catégorie, parce que du coup, une marque de L'Oréal s'inscrit dans une division qui elle-même s'inscrit dans une catégorie, etc. Il y a des objectifs qui sont plus donc communs à différentes marques, et donc la catégorie est en charge de justement créer une synergie entre les marques et donc des stratégies communes. Donc j'ai pas mal d'interlocuteurs, et je pense que quand on est dans des équipes comme ça, il faut savoir aussi effectivement tout simplement être à l'écoute.
comprendre les demandes de chacune des équipes avec lesquelles on travaille et aussi communiquer. Donc, je dirais développer des capacités de communication avec divers interlocuteurs. Mais encore une fois, ça se développe. Je dis pas qu'il faut avoir toutes ces qualités-là pour entrer. Je les ai même pas encore toutes quand je suis arrivée sur ce poste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Mais en tout cas, je pense que c'est des qualités à développer quand on est sur un poste comme business manager. J'ai une question bizarre. C'est quoi La question bizarre. C'est quoi la douleur associée à ton taf chez L'Oréal? Je m'explique. Je crois pas au métier parfait. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours forcément des avantages, des choses que tu kiffes, mais un coût, tu vois, un prix. C'est quoi les downsides un peu de ton métier? Ok. Encore une fois, là, je vais répondre très personnellement. Bien sûr. À nuancer. Mais là, pour l'instant, je considère que la charge de travail est quand même assez importante. On n'a pas encore parlé des horaires. Si on aime ce qu'on fait, c'est relativisé, évidemment. Mais ça, c'est à prendre en compte, c'est que souvent... mais c'est aussi propre au métier de business manager, comme on est à l'intersection de différentes équipes. Du coup, tous les livrables, on doit les livrer à différentes équipes avec des spécificités pour chacune des équipes. Donc, ça fait une démultiplication des sujets à rendre et des présentations sur lesquelles travailler, des focus à adopter parce que chaque équipe a un focus différent. Et donc, la charge de travail est assez importante. Après, c'est aussi parce que c'est mon premier job, donc j'imagine qu'il y a aussi toute cette partie développement qui aussi est coûteuse en termes de temps. Mais je dirais que c'est la charge de travail à mon échelle, sur mon job et personnellement. D'accord. Pour être plus précis un petit peu sur les horaires, par exemple. C'est quoi, bon, déjà, une journée type pour toi? Admettons, on va commencer par ça. T'arrives à ton bureau, tu fais quoi? Une journée type, essaye de nous la faire si tu peux. Alors, de manière très cyclique, chaque mois, j'ai des livrables qui reviennent. Donc, par exemple, l'analyse de ce qu'on a fait sur le mois en cours, l'analyse de nos... Tu peux dire sur quoi tu as travaillé ce mois-ci, par exemple? C'est de manière assez globale tous nos produits, la remontée de performance sur chacun de nos produits. Donc que ce soit nos performances ventes aux clients, donc du coup par enseigne, où tu essayes de vraiment regarder quelles sont les enseignes qui contribuent à la croissance, ou au contraire les enseignes sur lesquelles tu perds. Suivre donc ensuite toute cette partie donc KPIs dont je vous parlais, ou par exemple ça va être on a différents circuits aussi. C'est pas que les supermarchés. On vend aussi, par exemple, sur du hard discount où c'est de plus en plus un marché en croissance qui va aller driver la croissance dans les années à venir. Donc voilà, il y a des spécificités par client et donc il y a cette analyse de toute cette donnée qui remonte. De manière toujours aussi cyclique, j'ai donc les prévisions de vente dont je vous parlais, où ça on le fait vraiment au mois pour les mois à venir, donc de l'année en cours et de l'année suivante. Et ça c'est cyclique. Ensuite, je vais avoir des demandes très ad hoc où ça vient vraiment tous les jours, et donc ça c'est aussi conditionné par ce qu'on a constaté sur le business et donc en termes de vente, ce sur quoi on va faire le focus sur le mois en cours. Mais ça vient aussi des autres équipes qui vont aller me demander d'aller creuser un peu plus sur la promo. Vous recevez des demandes des autres équipes sur des études à faire. Exactement, avec les focus qui les concernent personnellement. Donc voilà, je parle de la promo, mais il y a aussi toute la partie merch qui fait aussi un peu partie de mon travail. Mais pour le coup, c'est toujours cyclique, mais c'est pas périodique, de manière mensuelle. Ça va plus être sur les périodes où on va changer toute notre offre en magasin. Et donc là, pour le coup, il faut réorganiser toute l'offre, travailler avec l'équipe merchandising, donc encore une autre équipe avec laquelle on a des communications régulières. Et voilà, donc une journée type, je dirais qu'il y a toute la partie cyclique. Et puis, il y a les missions ad hoc qui reviennent assez régulièrement, qui sont pour le coup vraiment en contact avec différentes équipes. Et donc, qui nous permettent de creuser des focus particuliers, mais aussi justement d'avoir la partie plus vision globale, et donc de pas être la tête dans le guidon dans ce qu'on fait quotidiennement, parce que justement on va avoir la vision de la CATEC qui va aller nous comparer à le Real Paris ou à une autre marque, et qui va nous dire versus eux comment vous pouvez vous développer sur ce terrain-là. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans le job, c'est que tu peux aussi prendre du recul sur ce que tu fais, et c'est aussi ça qui est intéressant. De manière générale, quand tu travailles pour un grand groupe, c'est qu'il y a de la synergie entre marques, et donc tu peux aussi voir ce qui se fait à côté, ce qui fonctionne, et comment tu peux toi améliorer ton business en t'inspirant de la concu. Enfin, de la concu. Pas direct, vu qu'on fait partie du même groupe, mais de marques pour lesquelles on a de la remontée de données très précises. En termes d'horaire, c'est quoi, à peu près je dirais 9h30, 20h. Ok. Tous les jours?
Est-ce que t'as du travail après derrière chez toi Non, par ou... contre, Ok. ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je suis formelle là-dessus. Non, mais je prends mon ordi que quand je vais faire du télétravail. Je le laisse au bureau volontairement. Je coupe. Enfin, pour le coup, si j'ai un truc que je dois à tout prix finir, je préfère rester un peu plus tard au travail. Mais quand j'ai turn off l'ordi, c'est terminé. Enfin, même quand mes parents me demandent si ça s'est bien passé au travail, je leur dis on en parlera après. Même si ça s'est bien passé. Non, mais c'est juste que je trouve que c'est important de couper. Ouais, tu coupes. Justement, par rapport à ton lifestyle. Ouais. Les gens sont beaucoup à la recherche de équilibre vie pro, vie perso. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? T'as le temps de faire quand même ce que tu veux? Oui, non, c'est important et je trouve que déjà c'est quelque chose qu'il faut s'obliger à faire. Je trouve que c'est assez facile quand on rentre sur un nouveau job, justement qu'on veut s'upskiller, développer toutes les skills dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on a envie de donner le meilleur de soi aussi parce que voilà, comme on disait, performance corrélée aussi aux insights personnels de chaque personne. C'est facile de rentrer dans ce tunnel où on peut rester très tard parce qu'il y a toujours à faire et que tu peux toujours faire encore plus que ce qui était demandé et voilà. Je pense que c'est important de s'obliger aussi à fixer une forme de routine de loisirs. Enfin, le sport, t'es obligé d'y aller tel jour et vraiment, même si t'as un truc à finir, t'y vas quand même parce que c'est ce qui est prévu et c'est ce qui doit être fait pour ensuite être plus performant au taf, ne serait-ce que de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue perso, c'est nécessaire de décrocher. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'imposer et routiniser, créer ça de manière vraiment régulière, s'obliger à le faire. Et sinon les week-ends couper vraiment, même en semaine vraiment couper. T'arrives depuis que t'es en CDI, t'arrives toujours à sortir, faire la fête, pécho, tout ça? Donc j'essaye de sortir bien sûr. Je dirais quand t'es étudiant, tu axes beaucoup le loisir sur la sortie et sur la teuf. Là, j'essaye de le garder parce que je trouve que c'est important et je veux rester aussi celle que j'étais quand j'avais pas plus de responsabilités et que juste être libre. Tu puisses déconnecter mais je dirais que aussi avoir un salaire, ça te permet davantage d'axer ton loisir sur des trucs moi par exemple, j'essaye de partir dans une certaine mesure. Mais non, mais bien sûr ça aide j'essaye de partir un peu en week-end de temps en temps, sortir de Paris et ça déconnecte encore plus. Ça dépayse vraiment, pour moi c'est recharger ses batteries, je le fais comme ça et c'est vrai que le salaire ça aide aussi à pouvoir encore plus déconnecter. Tiens, le salaire, justement. Transition toute trouvée. Est-ce que t'es à l'aise à dire combien tu gagnes ou sinon une tranche si tu préfères comme je sais que ça intéresse beaucoup les gens en général pour qu'ils puissent se projeter aussi, même si je suppose que ça dépend des industries, etc. Mais toi? Alors, je vais parler du coup de manière très personnelle. Dans le groupe L'Oréal, il y a une grille salariale qui fait que quand tu rentres pour un premier poste, tu as un salaire fixe qui est donc aligné pour toutes les personnes qui arrivent dans le groupe, par exemple en sortie d'études, ce qui était mon cas. Et donc ce salaire est stable pour tout le monde, indépendamment de ton école, par exemple, etc. Donc en tout cas, T'avais une tranche en tête pour que je te la valide? J'ai fait mes petites recherches. Vas-y, la fait ses recherches, tu vas nous dire si t'es dedans. Ce que j'ai vu sur 2-3 sites, c'est globalement une tranche. J'ai fait une moyenne parce qu'il y a pas mal de chiffres qui sont sortis, mais entre 39 et 48 000 à peu près. C'est ça. En première année. C'est ça. Alors moi, il y avait différents trucs. C'était du business manager, du côté produit aussi un petit peu, mais voilà. Ok. À l'entrée. Non, en effet, c'est cette tranche-là. Et donc, en fait, c'est une politique qui se veut être très méritocratique aussi, puisque l'objectif, c'est ensuite de te rémunérer en fonction de ta performance. Il y a aussi de l'intéressement qu'il faut avoir en tête, parce que du coup, ça, c'est très avantageux quand on est dans des grands groupes. C'est-à-dire tu peux développer un peu là-dessus? Donc, tu as une partie qui n'est pas versée donc directement sur ton salaire, mais de la rémunération qui est donc du placement que tu places ensuite, par exemple, dans les actions L'Oréal. Donc, qui, toi, à échelle personnelle, te permet de faire des économies parce que du coup, c'est pas de l'argent que tu vas dépenser. C'est de l'argent qui, en plus, est placé dans des actions qui, en général, prennent de la valeur. Et dans les grands groupes comme ça, ouais. Voilà. Et donc, ça te permet de placer de l'argent qui gagne
qui prend de la valeur au fur et à mesure du temps, et quand tu cash out, d'avoir justement cette rémunération supplémentaire. Et en général, tu peux cash out justement quand tu as des gros projets de vie, achat d'appart, etc. Normalement, c'est bloqué 5 ans. Et en Ça dépend d'achat vraiment et tout, ça dépend. il y a différents types de placements. Il y a Ouais. des placements qui sont même placés jusqu'à horizon retraite Ok. et qui sont du coup plus rémunérés. Il y Ça a de représente- l'abondement, etc. Excuse-moi de te couper. Non, t'inquiète. Vas-y. Ça représente combien à peu près? Vous savez, pour se donner une idée. On peut J'ai dire, pas on peut eu pas l'info. dire. Je sais pas si c'est de l'info publique, mais je dirais entre 5 000 et 15 000 D'accord, c'était pour me donner une idée. par an. D'accord. Et ça, c'est négociable. C'est pas négociable. négociable. C'est au prorata du nombre de mois que tu fais. Donc là, par exemple, moi, comme je suis arrivée en juillet sur 2023, c'est au prorata. Ok. Mais c'est à prendre en considération. Donc ça fait partie de la rémunération. Après la rémunération du coup directe que tu as mensuellement sur ton compte bancaire, elle est, comme je vous disais, fixée à l'entrée. Mais elle se développe en fonction de la performance. Donc voilà, c'est aussi une manière d'engager les gens à déjà arriver en tête avec le fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir fait forcément un top 3 pour rentrer dans le groupe. Et ça, c'est hyper valorisé. Enfin, moi, en tout cas, je travaille avec des gens qui ont des profils hyper différents. Quand j'étais en stage à la zone, les gens venaient de plein de pays différents. La zone. Ouais, c'est quoi la Pardon. zone? C'est trop bizarre. Non, Zoné. c'était la zone Europe, en fait. Ouais. Tu vendais pas du shit, Diane. Mais voilà, mon manager était néerlandais, je travaillais avec une espagnole, enfin tout le monde avait des profils hyper différents, que ça soit pas forcément école de co, mais aussi Il y a diversité quoi de comme autre parcours. profil? Il y a des gens qui ont fait par exemple Dauphine, Ok. il y a différents types d'écoles de co, il y a des écoles de co post-bac, pas forcément du tout de profil prépa. Et donc voilà, c'est ce qui fait aussi la force de l'équipe. Et moi, j'adore travailler avec des gens qui ont des profils différents. Et franchement, c'est ce qui me plaît aussi, un des trucs qui me plaît le plus dans le job. Deux choses là-dessus. Il y a souvent cette idée reçue que justement, déjà en termes de salaire, que si t'as fait HEC, tu seras au-dessus des autres. Est-ce que c'est vrai ou pas? En termes de grille Dans une salariale, entreprise, dans la tienne, par exemple. Chez pas du tout. Enfin, moi, je le sens pas du tout. Ok, d'accord. Et il y a aussi cette idée que si t'as pas fait top 5, top 3, tu peux pas atteindre certaines positions, etc. Alors que là, tu me dis, de ce que je comprends, que tu travailles avec différents types de profils, des dauphines, il y a souvent ce cliché-là qui, chez les prépas, parce que c'est ce qu'on nous vend, un peu en prépa aussi. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Encore une fois, je vais répondre de manière très personnelle parce que Oui. je connais pas forcément d'autres cultures d'entreprise, mais en tout cas, chez L'Oréal, c'est pas du tout comme ça. Ok. Il y a une diversité de profils qui est très forte et juste, même comme je vous disais, dans la rémunération, c'est lissé. Et c'est lissé de manière générale en termes de responsabilité, en termes de progression. Vraiment, tout se fait à la motivation et à la performance et aussi à la personnalité. Et c'est ce que je vous disais quand je vous disais l'aspect entrepreneurial qui est vachement poussé. Ça, c'est ce qu'on retrouve. On est vraiment incité à être, à être une personnalité qui propose, qui est, force de proposition et c'est ça. Proximité, ouais. Et d'insuffler aussi sa vision personnelle et donc, qui diverge d'une personne à l'autre. Ça, c'est vraiment très gratifié. Donc, je pense que justement, ils incitent pas mal à. Je pense que même dans le recrutement, parce que ce que je vois beaucoup, et là, dans toutes les industries, même en finance, de plus en plus, ce qu'ils regardent, c'est justement ce que tu as fait en dehors de ce qui était attendu de toi, en termes d'expérience, des expériences personnelles, où justement, tu as entrepris des choses. Ça veut pas dire d'avoir monté une boîte, tu vois, mais vraiment des choses en dehors du parcours classique. Qu'est-ce que Après, t'en penses? Ouais, je nuancerai quand même, Ouais. parce que, alors c'est peut-être vrai que dans certaines industries, ils sont peut-être moins regardants, on va dire, sur les écoles. Après, quand tu vas dans le conseil, la finance, il y a des filtres dès le recrutement, dans certains cabinets de conseil, dans certaines boîtes en finance, où à partir d'un certain niveau d'école, t'es même plus regardé, quoi, c'est ou quasiment pas. Donc oui, tu vas faire la différence sur tes expériences après, mais moi je sais que énormément de cabinets ne regardent pas après certains niveaux d'école, quoi. Et ça, c'est une réalité, c'est pas qu'un cliché. Ok. Je trouve souvent des contre-exemples, mais on posera la question à ceux qui sont dans les... Ouais, complètement. Et toi, t'as vu aussi? Ok, c'est intéressant. Non, mais effectivement, ne serait-ce que le screening, Ah bah oui. l'analyse de CV, souvent, effectivement, c'est la réalité des choses. Après, c'est pas comme ça partout. Oui, non, c'est pas le cas. Je pense que le conseil, c'est beaucoup comme ça, et ça dépend encore des cabinets. Ouais. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve et qui est encore présent.
mais à nuancer, et ça dépend vraiment Parce des que ça entreprises dépend qui des nous intéressent. entreprises. Par exemple, j'ai un insight d'une personne que j'avais accompagnée et elle elle avait candidaté chez L'Oréal justement et chez Balmain. Ok. Et chez Balmain, par exemple, ils avaient entouré le nom de son école et chez L'Oréal, non. Apparemment. Entouré où ça? Lors de l'entretien avec avec une recruteuse, je crois, il l'avait vu entouré. Sur le CV, quoi. Ouais. Bon, après, je Donc pense ça encore dépend. une fois que c'est regardé, c'est évident. Oui, C'est c'est une sûr. réalité, il faut pas la nier. C'est juste que je pense aussi que quand on a vraiment des convictions, qu'on est motivé, qu'on a de l'intérêt pour une industrie, et c'est pour ça que je disais que c'est important de suivre aussi son cœur entre guillemets quand on choisit son parcours pro, c'est que c'est là-dedans aussi où derrière nous on brille et qu'on peut faire la différence versus juste un parcours lisse académique. Je suis d'accord. Tes, Oh. pers- Vas-y. Tes perspectives, toi, maintenant, chez L'Oréal, pour la suite, c'est quoi? Est-ce que déjà, il y a deux questions dans ça, c'est projection chez L'Oréal, et aussi est-ce que tu veux rester dans le même cœur de métier, enfin faire du business management où tu as la partie vraiment data et créa en plus, ou peut-être évoluer sur des postes différents où tu aurais plus de data, plus de créa, plus de strat, peu importe. Je pense que l'équilibre entre les deux est bien. Je me vois pas mettre de côté l'aspect data, et vraiment je pense que c'est ce que j'aime vraiment. Ce qui est super bien avec le groupe L'Oréal, c'est qu'il y a une mobilité interne qui est super forte. Les gens restent très longtemps dans la boîte parce qu'en fait, tu vois des parcours LinkedIn, les gens ils sont dans la boîte depuis 30 ans. Ils ont changé de métier, beaucoup de fois. En fait, t'as un taux de rotation qui est environ tous les 2 ans et demi, quelque chose comme ça environ. Tu peux bouger assez rapidement et ils te poussent de manière interne, à l'interne, pour vers le métier qui t'intéresse, la marque qui t'intéresse, la division qui t'intéresse. Donc ça c'est très fort, et donc moi j'aime bien le groupe, j'aime bien la culture du groupe. Je trouve que c'est aussi un groupe qui est super formateur, très exigeant, rigoureux, et c'est là aussi que moi je peux me former en sortie d'études. Je trouve ça génial de pouvoir être justement inspiré par toutes ces valeurs-là et par des gens très inspirants avec lesquels je travaille au quotidien. Et donc je me verrais bien évoluer dans le groupe en profitant justement de cette mobilité interne pour potentiellement rester du coup sur effectivement la partie business et créative, mais potentiellement changer de marque ou changer de division. Et luxe. Géographiquement luxe, why not? Why not? Après franchement je suis pas, justement quand j'ai fait l'assaut de mode, après je me suis dit que ce que je voulais faire c'était du luxe, c'est pour ça que je suis allée chez Vuitton. Et très intéressant, enjeu hyper intéressant, mais en fait changer sur Maybelline, sur déjà NYX en stage, marque plus access, ça m'a aussi permis d'être familiarisée à de nouveaux enjeux. En fait, quand tout se fait aussi, quand t'as pour nécessité d'être plus accessible, t'as aussi beaucoup à travailler sur ton pricing, sur ton histoire de marque, sur des leviers de croissance, comme je disais, que tu peux activer de temps en temps pour justement gagner des ventes, etc. Donc il y a des enjeux qui sont encore presque plus intéressants. Donc luxe, pourquoi pas, mais franchement ouverte sur rester sur de la conso grosse masse, parce que c'est franchement aussi très intéressant. Et mobilité géographique, ça m'intéresserait aussi pas mal. T'aimerais aller où? Pendant mes années d'étudiante, j'ai pu faire un échange. J'ai fait 2 échanges aux États-Unis. Au premier, j'étais à New York University. Pendant 6 mois, et ensuite donc là pendant mon master de fin de l'année dernière, j'étais à Berkeley. Donc 2 expériences hyper enrichissantes, aussi bien perso que d'un point de vue académique, et donc de ce que j'ai appris de manière plus hard skills, soft skills, mais donc pourquoi pas retourner aux États-Unis, j'aime bien. C'était quoi du coup comme spé là-bas? T'as fait une spé lequel des 2 échanges? Les deux, du coup, sur les deux, t'as fait... Alors, pour l'échange à la New York University, on pouvait choisir des cours. Donc ça, à la carte? À la carte, oui, à la carte, effectivement. Okay, Justement, c'était trop bien parce que on était avec des étudiants directement de là-bas. Donc, on n'avait pas de cours uniquement entre étrangers. C'était vraiment mêlé avec les vrais cours là-bas. J'ai pris notamment un cours de négociation que j'ai adoré, exceptionnel. Pour le coup, aux États-Unis, académiquement parlant, ils ont des méthodes de travail un peu différentes de ce qu'on a nous en prépa et en école. C'est très axé sur la pratique. En fait, les cours ils sont envoyés, tu les travailles chez toi à la maison, et t'arrives en cours en ayant déjà en tête le contenu scolaire, et ensuite c'est vraiment de la pratique. Et négo,
t'arrivais et tu faisais juste de la négo pendant 1 heure de cours. Enfin, on avait en gros, chacun était c'est une négociation par exemple entre un supplier, je sais pas, et une entreprise. Et en gros, t'avais chacune des personnes qui étaient donc un des interlocuteurs de l'interaction et de la négociation. Et donc, t'avais toi-même tes chiffres en prévision de la négo qu'on avait la veille pour pas pouvoir échanger avec la personne avec qui on allait négocier. Et on arrivait en cours et c'était directement de la négociation pour aboutir ensuite à un deal. Et ensuite, on analysait ça. C'est du coaching plus que... Enfin, du coup, c'est là que c'est fort aussi. Parce que t'es accompagné sur c'est ça, la pratique, je trouve qu'on retient encore mieux. Ouais. Parce que du coup, t'as effectivement la partie cours que t'as bossé chez toi, mais t'as aussi ce que tu te souviens de ce qui s'est passé concrètement dans les faits, en cours, avec une prof qui t'a dit ça c'était très bien, mais ça allait pas. Et en plus, t'as le feedback des élèves qui aussi te permet de prendre du recul sur ce qui a été fait. Donc t'es directement dans la pratique, où je trouve que pour le coup, ça on retrouve un peu moins, mais de plus en plus en France, ils essayent davantage de nous faire aussi des présentations des travaux d'équipe aussi, ce qui nous permet aussi, je pense, de se déconnecter un petit peu aussi de ce fait de travailler tout seul dans son coin. Mais donc voilà, c'est ce que... Pardon, pour revenir à ta question, j'ai pris pas mal de cours, notamment ce cours de négociation que j'ai adoré. J'ai pris aussi du coup des cours liés à l'industrie du luxe, où c'était plus des intervenants qui nous formaient aussi avec des interlocuteurs qui venaient faire des conférences. Donc hyper intéressant aussi d'avoir l'aspect plus témoignage. Et donc à Berkeley, pour le coup, c'était des cours d'entrepreneuriat. Ok, des cours d'entrepreneuriat. Vous faisiez quoi par exemple ? Pour le coup, c'était vraiment l'approche 360 de comment monter une boîte, de comment au début tu fais germer ton idée et tu positionnes ton business plan, etc. à comment tu recrutes ton client, à comment tu fais de la prospection pour savoir quels sont les clients potentiellement intéressés, etc. Comment poser tes questions aussi pour comprendre ton marché avant de lancer ton produit. Ce qui était d'ailleurs le focus de l'entrepreneuriat toute l'année, comprendre ton marché et ne pas arriver avec des idées faites et des clichés et donc monter ta boîte en étant persuadé que ça fonctionne comme ça. Ouais. C'est vraiment une approche où tu récoltes de l'info et tu construis en fonction de ce que ton consommateur veut. Donc voilà, c'était carrément des questions super concrètes, comment poser les questions à un conso pour comprendre son besoin et ensuite créer ta boîte sur ce besoin-là, jusqu'à l'aspect plus comment gérer administrativement ta boîte, etc. Okay. Donc c'était vraiment très 360. Je suis d'accord avec toi. Là en ce moment, je fais du consulting en stratégie marketing. Donc j'accompagne une entreprise qui fait à peu près du 300K à l'année et qui est un peu bloquée parce que les bases sont pas solides et justement il ne sait pas à qui il le vend. Donc c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment ce truc où quand tu lances ta boîte, tu vois, t'es dans l'euphorie, t'as créé ton produit, machin, tu sais ce que tu veux vendre, mais qu'est-ce que les gens veulent concrètement ? Et donc là, on est en train de travailler sur toute cette histoire de justement comprendre qui est ton client idéal, ton client cible et comment justement, c'est de là que découle ta stratégie d'acquisition derrière, tout ça quoi. Donc ouais, mais t'as eu de la pratique aussi ou c'était que de la théorie ? En fait, on devait aussi travailler sur un projet personnel. Donc la pratique, c'était justement aller poser toutes ces questions aux US, du coup, aller parler au conso local et poser toutes ces questions en fonction de ce qu'on avait vu en cours, récolter de l'info et ensuite effectivement arriver avec un projet qui évolue au fur et à mesure de l'échange en fonction de toutes les infos qu'on a pu récolter. T'as fait quoi ? J'ai travaillé sur une plateforme dans le secteur de la santé pour améliorer l'efficacité des médecins lorsqu'ils complètent des dossiers numériques par patient. Et c'est toi qui as eu l'idée ? On était 3 et il y avait une personne qui était un peu plus dans l'industrie de la médecine, donc elle avait pas mal les insights directement marché. Et donc moi j'étais plus la partie un peu plus business. Donc la 3e personne était plus dans le côté très numérique, code, pour justement monter tout ça de manière tangible et créer le produit. Ça c'était avant ou après t'as fait HEC? C'était pendant. C'était en même temps? C'est ça, en fait on était incité à monter un projet justement en partant à Berkeley. Ok. Donc en fait c'est le double, ça correspond à un double diplôme ou c'est juste C'est un joint degree, ils appellent ça. Okay. Donc parce que c'est en partenariat en effet avec Polytechnique, parce que tu as des cours à Polytechnique sur la première partie de l'année. Et Polytechnique, c'est un double diplôme lui par contre. Non, c'est aussi un joint degree. Okay. Tu as des cours sur la première partie de l'année, c'est vraiment des cours. Donc tu as des cours avec HEC et avec Polytechnique. Et il y a des différents intervenants aussi qui viennent faire régulièrement des conférences pour t'expliquer aussi la manière plus pratique de comment fonctionne une entreprise, une start-up.
Et ensuite, la deuxième partie de l'année, t'es vraiment encouragé à travailler sur ton propre projet perso. Ouais. Et ça passe soit par rester à Paris au Launchpad, à la station F, où tu vas vraiment être accompagné sur le marché français, exactement, ouais. Incubateur. Et soit tu peux partir à l'étranger, donc soit à Berkeley, soit à Singapour. Ok. Et quand tu vas dans ces incubateurs, c'est vraiment, comment dire, des projets, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros un peu fake, où vraiment tu le travailles pour l'école. Il y en a qui derrière se font incuber et qui vont au bout des projets. Généralement, c'est plus... Je pense que chacun joue le jeu parce qu'on a tous fait un master entrepreneuriat, donc c'est aussi quelque chose qui nous intéresse et donc on est tous en train de travailler véritablement et d'inspecter véritablement l'opportunité de notre idée. Après, effectivement, il y a des projets... Enfin, je fais partie de ceux qui ont préféré aller en CDI à la sortie de ce master-là, ouais. Mais il y a aussi des projets qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Je suis en contact avec justement pas mal de gens du master qui ont super bien réussi et c'est des super beaux projets qui ont plus de l'avenir, donc voilà ça. Trop bien. Okay. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce master entrepreneuriat justement? Enfin, t'arrives à HEC, déjà c'est en quelle année? T'arrives en 2018 toi? 19. T'as QB? Oui. Ok. 2019, donc 2019 à HEC, et le XHEC, ça commence en l'année dernière, donc fin 2022-2023. Fin de parcours. Ouais. C'est vraiment c'est ton année de spécialisation. Ok. Bah, parce que du coup, nous à l'EM, ça se passe pas du tout comme ça. Alors, tu as quelques master spé que tu peux prendre, donc tu as des parcours stratégie, des trucs comme ça. Mais globalement, en fait, tout au long de ton cursus, à part la première année où tu as un socle commun, tu vas choisir tous tes cours. Et donc, il n'y a pas de spécialisation une année donnée. D'accord. Et tout. C'est vraiment, tu construis ton parcours comme tu veux. Donc, on n'a pas cet aspect, comme toi, tu as, où dernière année, vous vous spécialisez. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé pour aussi cet aspect problem solving dont on parlait tout à l'heure. Tu identifies un problème, tu travailles dessus, tu essaies de proposer une solution qui a de la valeur. Tu es en contact avec le marché, avec le client. Donc aussi cet aspect concret que je voulais vraiment avoir aussi dans mon job. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Le master entrepreneuriat d'HEC est hyper bien construit. Il est vraiment pluridisciplinaire et je trouve qu'on en apprend énormément, même si on ressort sans faire de l'entrepreneuriat sur... comment étudier un marché, comment étudier son conso, et ça c'est quelque chose qu'on réutilise derrière en entreprise. Donc j'ai fait ce master parce que j'étais intéressée par l'entrepreneuriat et pour vraiment la diversité que ce master apportait en termes de formation, de cours. On a eu même des cours sur de la blockchain. Enfin, c'était vraiment très poussé. Donc ça te permet vraiment aussi à la carte parce qu'il y a plusieurs cours différents. Donc de bâtir un peu ton parcours et de t'enrichir sur les secteurs et les industries qui te plaisent le plus. Mais globalement, c'est un master qui te permet aussi de comprendre comment fonctionne un marché de manière générale. Ouais, c'est grave un truc qui est mis en avant dans les parcours entrepreneuriaux quand ils sont bien construits. Parce qu'il y en a, en vrai, moi j'ai un peu ce truc on parle de parcours entrepreneurial en école, je vais avoir un peu l'image de ok, c'est du bullshit, on va me demander de faire un projet de création d'entreprise qui va être fake, je vais faker les chiffres, je vais faire des fausses études parce que des fois, en fait, tu sais très bien que derrière... il va servir à rien en quelque sorte, parce que c'est juste un cours, tu vas présenter à un jury, ça va être ta note. En fait, ça s'arrête là. Des incentives à le faire comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as beaucoup ce truc de le parcours entrepreneurial, la valeur ajoutée va pas être énorme. Enfin, on t'apprend juste à faire à la limite une étude de marché, mais pour en avoir fait en cours, la réalité, elle est pas du tout pareille. Je suis d'accord. Je pense, on le voit beaucoup sur les groupes en école de commerce, les projets de création d'entreprise qui sont faits en école. L'étude de marché se base sur un sondage Google Form que tu envoies dans ton groupe de l'école. Les étudiants répondent, ou ils passent à leurs parents, peu importe. Et derrière, c'est ça tes chiffres, tu vois. Et la réalité des choses, elle est quand même éloignée. Et du coup, toi, tu dis, et c'est trop bien du coup, qu'il a été hyper formateur et justement concret sur l'analyse du marché et tout. C'est pas le cas, je pense, dans tous les parcours, malheureusement. Mais du coup, c'est trop bien. C'est trop bien pour le coup. Oui. Effectivement, c'est mon expérience perso, mais en tout cas, le master était super bien fait. Et ne serait-ce que sur les 6 premiers mois dont je te parlais, on faisait des cours. On avait aussi des projets à côté de ces cours-là, avec directement des entrepreneurs qui étaient à différents stades de la création de leur entreprise. Donc, typiquement, la première mission, c'était vraiment une mission start-up, avec l'entrepreneur qui avait l'idée, mais qui avait encore rien monté. Ensuite, tu avais la phase un peu mid ou milieu où tu étais donc sur quelqu'un qui avait déjà construit
et qui s'était bien développé en France, mais qui voulait scale up, donc du coup extension géographique ou sectorielle. Et ensuite, il y avait la dernière phase où c'était plus sauvegarde, où c'était potentiellement des entreprises qui n'avaient pas fonctionné. Donc ça aussi hyper intéressant si tu veux monter un business derrière. Enfin, c'est une réalité des choses. Il y a aussi beaucoup de risques dans l'entrepreneuriat. Donc de comment sauvegarder ton entreprise. Et c'était très 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 pratique, très concret. Pour le coup, en connexion directe avec des entrepreneurs. Donc là, tu parlais de sondage que tu peux faire de manière un peu fake. Quand tu dois rendre ce sondage à un entrepreneur qui, littéralement, est en train aussi un petit peu de te faire confiance sur comment il va monter et développer son business, je pense que tu joues davantage le jeu. Et pour le coup, moi, ma première mission, je bossais pour une entreprise qui était dans le vin et dans le Web 3, qui voulait se développer, en gros, pas du tout dans le vin, pas du tout dans le Web 3, mais qui voulait développer le Web 3 pour son marché. Autour du vin. Autour du vin, c'est l'entreprise cuvée privée. Ils proposent des bouteilles personnalisées. Tu peux acheter des parcelles, tu peux louer des parcelles où en fait ensuite t'as des agriculteurs qui bossent sur ta parcelle et du coup t'as tes bouteilles de ta propre parcelle qui te sont envoyées à la maison, etc. Et là ils étaient en train de travailler sur le projet Web3 pour surfer un peu sur la tendance du moment. Et donc nous on était poussés à bosser directement avec le milieu, aller parler avec des amateurs de vin, avec des gens qui kiffent le Web3 et qui veulent juste investir dans le vin pour faire de la plus-value, et avec des agriculteurs, enfin voilà, essayer de comprendre un peu le need gap. Et d'ailleurs on a aiguillé le truc finalement sur pas vraiment le Web3. Ouais, parce que je vois pas trop le lien direct. C'est quoi? Ils ont tokenisé les bouteilles de vin? C'était l'idée. Et en fait on s'est rendu compte que l'industrie du vin, c'est quand même des personnes qui sont très proches justement du produit, qui ont une véritable connexion. C'est des amateurs qui aiment le vin parce que c'est du vin et pas parce que ça a de la valeur et ça va prendre de la valeur. Et donc du coup, la connexion à faire avec le Web3 était pas forcément évidente, donc on a proposé une alternative. Et ça, c'est justement parce qu'on a parlé avec des consos directement. Donc voilà, le master a été très bien aussi pour ça, parce que, Du coup, c'est un peu comme une JE. Enfin, vous êtes concrètement mis à disposition, on va dire, en quelque sorte, de start-up pour résoudre des problèmes qui moi, je vois ça plus comme du consulting, en vrai. Consulting, mais aussi les entrepreneurs qui nous coachaient aussi sur eux, leur métier, la réalité de ce que c'est qu'être entrepreneur, avoir une start-up. On travaillait avec eux dans leur bureau. On faisait partie de l'équipe pendant quelques semaines, quoi. Donc, oui, consulting, mais vraiment plus à l'échelle comme si tu faisais partie de l'équipe de la start-up. Ok. Parce que moi, j'ai l'idée qu'en fait, y a pas nécessairement de formation pour devenir entrepreneur, si tu veux. Pour moi, la seule formation qui soit valable, c'est tu vas sur le terrain, tu tentes, et ça fait le lien avec ce que t'as fait par la suite. C'est après que t'as fait le projet de la Sommode? Non, la Sommode, c'était en deuxième année, donc c'était c'est le parcours associatif où quand t'arrives en école, on te propose de faire plusieurs assos, et donc du coup c'était vraiment pendant mes années où j'étais sur le campus à HEC. Après il y a eu la césure où j'ai fait Vuitton et L'Oréal, et ensuite il y a eu le master entrepreneuriat. D'accord, parce qu'il me semble que t'as eu du coup une expérience entrepreneuriale où t'as réalisé un défilé. Oui. Et du coup c'était en deuxième année ou... Oui, c'était en deuxième année. D'accord, donc c'était avant ça, et donc comme t'avais déjà, parce que là t'as entrepris quelque chose pour le coup, donc tu vas nous raconter ça, je pense. Mais sur l'asso, comment t'es devenue présidente? En fait, quand t'arrives en première année à HEC, tu peux faire partie des assos sans faire partie du bureau, exactement. Et donc moi je faisais partie de l'asso, j'avais travaillé un peu pour l'asso sur des projets divers, notamment plus événementiels, où on avait créé des événements. Et ensuite, donc justement, c'est le bureau qui choisit le bureau de l'année d'après, qui suit. Vous avez listé ou il n'y avait pas besoin? Non, il n'y avait pas besoin. Okay. Sélection des membres. C'est ça, c'est donc le bureau actuel qui, en fonction de ce qui a été fait pendant l'année en cours, choisit le bureau qui suit. Okay. Voilà. D'accord. Et pour devenir présidente, c'est une sélection du bureau ancien qui... Oui, c'est ça. Tu t'es mise en avant. Ouais, tu sais comment t'as fait pour devenir être présidente du bureau. Non, honnêtement, c'était pas aussi. Oui, on se positionnait sur les postes qui nous intéressaient, et j'ai dit qu'effectivement ça m'intéressait, et voilà. Ensuite. Pourquoi ça t'intéressait? De cet asso ou les deux, l'asso et devenir présidente?
Pour le coup, je pense que c'est assez intéressant quand on est en école aussi de saisir ces opportunités-là des assos pro, parce que ça nous permet d'avoir aussi un petit peu un pied dans le monde pro du coup, sur des industries qui nous intéressent, et justement de doser si c'est juste quelque chose qui nous intéresse par pur loisir ou si potentiellement on se projette professionnellement dans ces industries-là. Et donc si on veut vraiment travailler là-dedans, donc c'est intéressant déjà soi-même pour voir si c'est ce qui nous plaît ou pas, et si on réalise que c'est ce qui nous plaît, c'est intéressant aussi pour les connexions qu'on fait via ces assos-là, parce que comme ça reste des assos pro, en général t'es amené à justement être en contact avec le marché, trouver des clients, pour le défilé c'est ce qui s'est passé, bosser avec des marques, du coup contacter les personnes concernées dans les marques pour leur vendre ton projet, etc. Et donc direct tu mets un pied dans le monde pro, tu te crées ton réseau autour de cette industrie qui te plaît, donc je regrette pas du tout d'avoir intégré cet asso. Et pourquoi présidente? Parce que justement l'industrie me plaisait, et donc je me disais quitte à le faire, autant le faire vraiment en étant hyper mobilisé, responsabilisé et impliqué. Ok. Je sais pas toi, mais moi en école, j'avais pas cette vision du côté pro de l'asso. Enfin, en fait, moi j'ai pas fait d'asso. Non plus. On n'a pas fait d'asso. Mais quand tu me parlais d'asso, je voyais l'AJE comme asso pro. Et le reste, un peu loisir, tu vois. J'aurais eu l'image. C'est junior entreprise. Ouais, junior entreprise, donc tu vas faire du conseil, quoi. Ouais. J'avais l'image un peu de, par exemple, l'asso mode, comme une asso où tu vas faire des activités de divertissement en rapport avec la mode. Donc forcément, dans la structure de l'organisation de l'asso, des événements et tout, tu as ce côté un peu, professionnalisant. Mais j'avais pas toute cette dimension dont tu parles de networking, de vraiment du côté professionnel, de tester l'industrie, etc. Genre. Pour le coup, l'Homme Lyon, parce qu'on vient de l'Homme Lyon, l'asso mode, du coup, ils font chaque année les espoirs de la mode lyonnaise. C'est un défilé. Ouais, c'est un défilé, et du coup, ils sont quand même, je suppose que c'est assez similaire. Ils sont en partenariat avec des entreprises, ils sont au contact. C'est vraiment un gros événement, ils le préparent déjà depuis janvier, quoi. Ouais. Et c'est en novembre. Ah, c'est peut-être parce que j'en ai pas fait justement que j'ai pas cette vision. Ouais. Peut-être que c'est partagé par d'autres personnes, j'en sais rien. Il y en a d'autres où ils se touchent aussi, hein, donc oui, non, c'est sûr. Oui. Non, mais il y a plein d'assos. Moi, j'ai fait d'autres assos plus effectivement loisirs, qui sont aussi essentiels, je trouve, quand t'es étudiant. Enfin, c'est bien aussi, pour rencontrer les personnes de ton école autour de son intérêt commun. Je trouve que c'est tout aussi nécessaire, mais par pro, je voulais dire aussi, quand t'es dans un bureau, en fait, fondamentalement, t'es aussi un peu mobilisé sur toute la partie administrative. Ouais. Nous, en tout cas, je sais que pour Haute Couture, on avait dû pitcher notre projet devant l'admin dès le début de l'année pour lever des fonds, pour avoir des fonds ensuite sur toute l'année pour l'asso. Tu dois recruter ton mandat, donc t'as un peu le côté management d'équipe, plus recrutement, lever des fonds, trouver des clients. Quand tu fais des événements, forcément, tu dois faire toute cette partie analyse de marché, etc. Donc forcément, quand t'es dans le bureau, je pense que t'es un peu plus mobilisé sur sur des skills un peu plus pro. Ouais, surtout en tant que présidente. Et je trouve ça lourd ce que tu dis, parce que justement au niveau des compétences, là, il y a forcément tes présidentes, donc t'es obligé de pitcher le truc, mais franchement, je trouve ça cool parce que c'est vraiment pour le coup une bonne préparation pour l'après. Justement, ça fait lien beaucoup avec ce que tu nous dis de ton taf que tu fais maintenant, quoi. Oui. C'est cool. Et du coup, la fameuse anecdote sur le défilé interdit. Oui. Oui, interdit. Non, mais c'est un grand mot, mais en gros, on était en période de Covid et donc peu d'événements organisés sur le campus. On n'avait rien eu depuis effectivement un moment, parce que pas le droit de faire de rassemblements avec plusieurs personnes, plus de faire venir des gens sur le campus, etc. Moi, c'était mon mandat et j'avais très envie de faire quand même quelque chose. Le défilé, je trouve que c'est une super opportunité, même pour les marques, de se mettre en valeur, surtout en période de Covid, où du coup, leurs boutiques étaient fermées, etc. Et au début, j'ai vraiment fait du démarchage classique, où je contactais les entreprises et je leur proposais le projet. En fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient hyper intéressées et hyper preneuses, parce que effectivement, encore une fois, Covid, boutique fermée, pas moyen de recruter des clients à part les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour les alimenter, faut du contenu. Et là, typiquement, un défilé avec une école de co, c'était intéressant pour eux. En plus, et on va pas se mentir. Et du coup, ils étaient hyper preneurs, hyper intéressés. Et je me suis dit, organisons tout ça, comme si ça allait être possible. Et proposons-le à l'admin une fois que c'est un vrai projet construit, etc. Alors que t'étais pas sûr. J'étais pas sûre, mais quand j'ai vu l'engouement, je me suis dit qu'il fallait pousser le truc. T'as aidé pas mal dans tes
Recherche de stage et où, L'Oréal? Alors, vu que du coup j'ai postulé après donc chez Vuitton et L'Oréal, j'ai pas forcément réactivé ce pool de contacts parce que c'était plus des petites marques entrepreneuriales, etc. Mais par contre, on a gardé, enfin, je sais que l'asso a gardé contact avec les marques pour ceux qui étaient intéressés pour bosser potentiellement dans ces marques-là. Même d'un point de vue expérience, du coup, enfin, avoir une ligne sur CV où t'as. Oui, Ouais, non, tu l'as bien sûr. leveragé sur ton Bah, CV? tu Ouais, parlais, c'est ça. oui, tu parlais de tout à l'heure d'extrascolaire. Enfin, du coup, je trouve que les assos, c'est pas mal de l'extrascolaire dans le scolaire parce que du coup, t'as ce côté un peu pro dont on parlait, mais en même temps, ça reste vraiment un truc que tu fais à côté pour toi-même et pour te développer, qui fait aussi avec ton mandat. Enfin voilà, avoir une belle promo. Oui, évidemment. Quand t'arrives en césure et que du coup t'as pas trop d'expérience pro à part des petits stages que t'as fait pendant 2 mois, une expérience académique en asso direct, c'est quelque chose dont tu parles et ça montre aussi quel genre de profil t'es, est-ce que t'aimes bien organiser des events, enfin voilà, le côté Ouais, c'est ça. entrepreneurial, Parce que au-delà gestion de projet. au-delà de même juste l'assaut, le fait que, parce que je suis sûr qu'il y avait plein de gens dans ton assaut, tu vois, et le fait que tu sois à l'initiative de ce truc-là, de résoudre le problème de, ok, on est en Covid, après de mettre en place les choses, tu vois, il y a toute cette dimension-là où s'il y a quelqu'un, un recruteur qui te voit, il va pas juste se dire, ok, c'est un profil classique, t'as fait du poney, t'as fait du tennis, ok. T'as fait du poney? Non, jamais les poneys. Je me cachais dans les toilettes pour pas y aller parce que mes parents voulaient que j'y aille et après juste ils ont compris que j'aimais pas. Donc Trop bien le poney, mais moi j'en ai fait. j'aime pas. Pas moi. Putain. J'ai fait du Pardon. tennis. Donc ça va. J'ai Un fait de grand la danse compétiteur. classique. En compétition? Ah bah non, mais j'en faisais souvent. Ok. Tu danses, chaud? Bah plus trop. En fait. Ok. T'as Donc- coupé dans ton élan, pardon. Non, mais c'est... Mais c'est ouais, c'est ce que je trouve intéressant d'aller construire justement des petits éléments de différenciation, de se créer un avantage concurrentiel dans ta propre stratégie de carrière, quoi. Mm. Je trouve que c'est intéressant. Et avec assaut ou même sans assaut. Non mais c'est pour ça, il faut rattacher ça en effet avec ses intérêts perso. Ouais, tu dois sentir que ça fait une diff de toute façon en entretien, ça, quand même. Enfin, c'est pas tout le monde qui est président. Après, ça de dépend l'assaut. si elle ajoute storytelling ou pas là-dessus, Ouais. si tu l'utilises, tu vois, ça dépend. C'est sur mon CV et en général quand on me posait des questions dessus, j'en parlais. Ouais, ok. Après c'est vrai qu'il y a souvent quand même un focus pro, expérience pro sur un entretien classique. Ouais. Les sujets vont assez souvent porter, en tout cas en premier, sur tes expériences pro, sur ce que tu as appris, sur ce que tu as délivré en termes de KPIs, Ouais. etc. Et après, par contre, il y a la partie extrascolaire qui souvent est abordée. Et pour le coup, c'est cool d'avoir ça en plus de, je sais pas, un sport aussi. Le sport, enfin, ça en montre aussi beaucoup sur soi, sur persévérance, etc. T'as fait HEC. Mm. Il y a beaucoup de mythes, de clichés là-dessus. Donc, bien entendu, on va te demander ton expérience, qu'est-ce que t'en as retiré. Pareil, qu'est-ce que t'as kiffé, est-ce que t'as kiffé, est-ce que t'as pas kiffé, etc. Est-ce que t'as fait prépa avant. Mm. T'as fait 2 ans ou 3 ans? 3. Ok, 3. T'avais forcément une idée Oui. de HEC, de ce à quoi tu t'attendais, etc. Est-ce que ça matchait vraiment? Est-ce que Je trouve que... c'était en accord avec ce que tu attendais? Alors, je trouve que il faut... Enfin, évidemment, HEC apporte beaucoup et je suis très contente d'avoir pu intégrer cette école et ça apporte beaucoup sur un CV, comme on disait, etc., ou potentiellement pour des screenings et tout. Mais je trouve que ça, c'est pas du tout une finalité en soi et encore moins dans un parcours pro. Et je pense que vraiment, il faut être très proactif dans la construction de son parcours pro et être vraiment moteur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ce que les écoles de co offrent et pour moi qui sont des opportunités à saisir vraiment à tout prix, c'est tous les événements où en fait on va être en contact direct avec donc des recruteurs du monde pro et pour moi c'est des opportunités à saisir parce que encore une fois c'est la première fois que tu mets un pied dans le monde pro alors que t'es étudiant. C'est là aussi que tu vas créer des relations qui vont te permettre par la suite de recontacter potentiellement tel recruteur avec qui t'as eu un bon fit parce que tu t'es projeté dans son entreprise et que lui potentiellement il est intéressé par ton profil. Quelque chose que j'ai quand même pas mal constaté sur le milieu pro, c'est que pour trouver ces stages, ces expériences, souvent il faut connaître les gens. Okay. Soit tu as la chance d'avoir un réseau hyper développé, ce qui pour le coup était pas mon cas, Ouais. soit tu développes ton réseau en école, et ça je trouve que l'école te permet quand même de le faire, même si tu arrives sans réseau. Donc pour moi, tous les événements, il faut vraiment y aller, faut se faire un peu violence, aller parler aux gens, être préparé, venir avec tes questions, être percutant, garder les contacts, entretenir les contacts ensuite derrière. Et donc tout cet aspect un peu networking entre guillemets que l'école apporte, ça pour le coup j'étais pas déçue parce que je trouve que l'école t'apporte vraiment ce côté enfin voilà, mise en contact direct et relation avec des grands groupes, avec des startups, avec
littéralement tout ce qui pourrait t'intéresser d'un point de vue pro. Après, c'est à toi de faire le cheminement d'aller vers eux. C'est à toi de leur parler. C'est à toi aussi de garder et de maintenir ce contact-là. Ça, c'est sûr. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est... les gens disent souvent... Ouais, tu fais une école de commerce, mais c'est pour le réseau, etc., que tu gagnes et tout ça. Je suis d'accord. Mais, problème, si t'es introverti, par exemple, ou il y a ce côté de... Ouais, il faut faire du réseau, faut développer ton réseau. Et concrètement, comment tu fais ? Parce que, techniquement, si tu sais pas justement aller vers les gens, il y a des événements, mais bon, tu suis pas trop l'actualité, etc. J'ai l'impression que, quand t'es en prépa, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, on te vend le truc, il suffit d'intégrer, et après, ta vie, c'est une autoroute. Tu vois ? Et moi, j'ai plus l'impression que ça ne suffit pas et que c'est là que le jeu commence. Une fois que t'es à l'intérieur, de il y a plein d'opportunités, mais comment je vais les saisir ? Comment je vais les leverager par la suite dans ma carrière ? Etc., etc. Et donc, il y a toujours ce truc du, ok, il faut faire du réseau. Ouais, mais comment ? Tu vois, est-ce que tu aurais des petits tips de réseau, des choses que t'as faites, peut-être d'approche sur les gens ? Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent ? Donc effectivement, je pense que c'est à construire par soi-même, comme tu disais, et donc il faut se faire violence en allant, même si t'es introverti, parler. Ce qui aide, c'est se préparer tout simplement. Quand t'as un discours un peu préparé, t'es moins sur l'appréhension et la réaction. Par rapport à la rencontre que tu vas faire. Mais après, je pense que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est l'aspect fit, rester soi-même et garder une approche sincère par rapport au recruteur que tu vas rencontrer et te projeter directement. Et effectivement, je trouve que quand la connexion se fait facilement, elle est aussi plus facile à pérenniser derrière. Et donc, quand tu vas reparler à un recruteur derrière ou un manager, ça se fait de manière plus naturelle et du coup plus évidente dans un point de vue recontact de la personne. Je me considère pas comme une personne pas introvertie, je suis pas quelqu'un de ultra... le networking, c'est pas trop mon truc, très honnêtement. Je pense qu'il faut se faire violence au début pour lancer l'interaction. Et ensuite, il faut être à l'écoute de comment l'interaction évolue et se projeter ou non. Si on se projette pas, je pense pas que ça sert à quelque chose de persévérer à tout prix pour le réseau. En revanche, il y a des connexions qui se feront, qui seront plus évidentes. Et là-dessus, maintenir le réseau via tout simplement, un échange régulier jusqu'à ce que vraiment on veut intégrer l'équipe. Là, je me base sur moi, par exemple, mon expérience en stage. Moi, j'ai fait un stage chez L'Oréal en césure. Et c'est grâce à ça que j'ai pu réintégrer L'Oréal en CDI à la fin de mes études. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais eu un contact très fort qui s'était fait avec mon manager, où il y avait un fit, on était vraiment alignés, j'aimais beaucoup sa manière de travailler, il m'a énormément appris, très formateur. Et c'est un contact que j'ai maintenu du coup pendant 1 an et demi, parce qu'ensuite ma césure s'est terminée, j'étais en master entrepreneuriat, etc. Et en fait, cette relation, elle s'est maintenue, mais elle s'est aussi maintenue parce que justement, il y avait un bon fit. Et que du coup, c'était pas, on s'écrivait de manière générale pour se demander si on avait des opportunités, pour lui demander s'il y avait des opportunités, etc. C'était sincère. Donc je pense que oui, il faut faire le mix entre se faire violence pour trouver les bons contacts et aussi rester sincère dans l'approche du networking pour que ça soit vraiment naturel et que nous-mêmes on se projette pas dans des trucs qui nous correspondent pas en fait. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que ce qu'on vend surtout aux gens sur le networking, ce que tout le monde dit, c'est il faut sucer pour avoir des promotions, tu vois, il faut être fake, il faut être hypocrite, bien sûr. Bien entendu, quoique des fois, non, mais vraiment, il y a cet aspect-là justement de l'hypocrisie, que le monde pro c'est le monde pro, etc. Mais des fois, j'ai l'impression que les vraies opportunités, le vrai networking, il se passe justement quand on brise cette barrière avec les gens, que tu rentres dans de la relation et pas juste dans du networking avec les gens, tu vois. Et donc, quand tu parles dans cette histoire de relation, c'est la première étape, c'est pour savoir briser la glace avec quelqu'un. Deuxième étape, savoir créer une connexion, créer du lien, et après le garder sur la longueur. Et donc, quand tu réfléchis à ça, t'as pas besoin d'une quantité astronomique. Tu vois, t'as eu un bon fit avec une personne, et au final derrière, ça t'a amené ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont se disent, oh, c'est le moment de networker quand ils ont besoin d'un stage, alors qu'en fait c'est sur le long terme, je pense. C'est 100% sur le long terme. Et d'ailleurs, je pense que effectivement popper sur LinkedIn à 2 mois de ton stage en disant salut, je suis c'est pas ça le network. En école de co, non, c'est compliqué parce que en fait, vous êtes 1000 à faire ça. Nous sommes 1000 à faire ça, et c'est pas ça qui marche. Par contre, effectivement, quand t'as pérennisé une relation, c'est puis plus il y en a évident. beaucoup qui pensent que networker, que ce soit un event ou peu importe, c'est aller parler à la personne dans un intérêt derrière, avec un intérêt derrière qui sera
potentiellement trouver un stage ou autre. En fait, c'est pas ça, parce que tu vas pas aller voir le mec, salut, je suis Kémil, je suis à telle école et voilà, peut-être que Je les plus vois tard tous j'aurai besoin de venir toi. avec leur CV et tout ça pour Ouais, donner un maximum exactement, de CV. c'est vraiment pas ça. Mais intéresse-toi à la Ouais. personne qui est en face de toi, essaye de lui apporter de la valeur, même si t'as rien. Juste le fait que les gens sentent qu'on s'intéresse à eux, ben c'est déjà de la valeur, tu vois. Et je trouve qu'on n'a pas assez ça, on dit pas ça assez aux C'est gens. ça qui bloque aussi, parce que du coup les gens se disent, je sais pas quoi aller lui dire. Genre si je vais voir telle personne, je sais pas quoi, ce que je vais lui dire. Et parce qu'ils sont dans un mindset pro, Ouais, c'est ça, exactement. alors que c'est avant tout du fit humain, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça qui fera la diff. Et j'avoue que moi en école, j'ai pas pas fait énormément de trucs déjà, pas fait beaucoup d'events, mais même quand j'en faisais, bah j'avais cette vision un peu ok, donc là je vais networker, donc si je network, faut que derrière je puisse ressortir avec une opportunité. Déjà ce sera quoi? Est-ce que c'est un stage? Est-ce que c'est autre? Et du coup, comment est-ce que je vais faire? Bah je faisais pas. Peut-être Donc, une stratégie qui regroupe ça, c'est la stratégie des startups. Tu vois, les startups, c'est du 1 sur 10, 9 sur 10. En gros, ils vont investir dans plein de startups différentes, mais ils s'en foutent que ça marche pas parce qu'en fait, la startup dans laquelle ils auront investi, la première, bah, elle va compenser les pertes. Bah, peut-être qu'avoir cette approche-là dans le réseau, de parler à un maximum de personnes, d'essayer d'apporter de la valeur à un maximum de personnes, et on s'en fout, il y en aura plein où ça va rien t'apporter, mais il suffit qu'il y en ait juste un qui t'apporte quelque chose, et en fait, là, ça compense toutes les fois où, bah, ça n'a rien servi à rien, quoi. Ouais. Et pour revenir sur le truc du fit, c'est Ouais. hyper important de manière globale pour networker, mais de manière générale dans le taf, dans la vie pro, une fois même que tu es dans ton taf, c'est un truc hyper important. Moi, je sais que j'ai eu des expériences managériales qui sont pas très bien passées. Et il y a parfois des signes que tu peux voir avant, mais même que tu remarques et tu dis, bah, j'ai vraiment besoin de ce stage, j'ai vraiment besoin de ce taf, je suis bien rémunéré ou peu importe. Tu vas à l'encontre de ton intuition et au final, ça se passe vraiment mal, quoi. Donc, ouais, vraiment suivre ce fit, ce ressenti, genre l'intuition, elle est pas là pour rien et c'est hyper important à garder. Genre. À contrario, t'as eu des mauvaises expériences avec des managers, justement, en contraste avec ce bon fit que t'avais eu avec celui de L'Oréal? Si tu peux en parler. Le buzzer, on n'a pas le buzzer des questions, on peut pas répondre. Non, mais j'ai eu des expériences très bonnes et j'ai eu des expériences un peu moins bonnes en effet. Et on voit la diff effectivement, mais dès l'entretien en fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut être attentif à ça et que effectivement on arrive à l'entretien en essayant de se vendre, etc. Mais il faut aussi rester à l'écoute de nos valeurs, de ce qu'on recherche dans un travail. Il faut aussi avoir en tête ce qu'on recherche effectivement. Donc t'as la partie salaire, mais il y a aussi beaucoup plus, je pense. Tu te construis aussi, je trouve, au fur et à mesure des années. Ça fait que ma 3e expérience pro, du coup, concrètement, à grosse échelle. Mais tu comprends un peu qui t'es professionnellement parlant au fur et à mesure. Et il faut être aligné avec cette personne-là. Et du coup, choisir aussi un management qui te correspond parce que sinon, ton expérience, elle est complètement déterminée par ça. Et donc, il faut travailler avec des gens qui t'inspirent. Et les gens qui t'inspirent, ils t'inspirent aussi parce qu'ils ont les mêmes valeurs que toi, ou alors parce qu'ils ont une même vision que toi. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que c'est assez... il faut pas chercher quelqu'un comme soi. C'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut, en tout cas, chercher, se projeter dès l'entretien, savoir que c'est une personne avec qui on pourra bien travailler, etc. Et moi, typiquement, mon stage de césure chez L'Oréal, comme je vous disais, j'étais plutôt sur le luxe à ce moment-là. Je pensais rester là-dedans. Et puis, en fait, j'ai rencontré la personne qui m'a fait passer l'entretien. Et j'ai eu un super fit. Elle m'a expliqué comment on allait travailler ensemble, comment on allait un peu co-construire ce stage pour que aussi puisse me servir derrière, qu'on puisse insister et faire des focus sur sur les missions qui m'intéressent un peu plus pour construire ma carrière derrière, etc. Et effectivement, mon stage a été déterminant. 2e partie de césure, j'ai appris énormément de choses. Comme je vous dis, en plus, j'ai un peu bâti un réseau un peu plus solide. Et donc voilà, je pense que c'est hyper déterminant, en effet, d'aussi être attentif à son management parce que c'est pas forcément qu'une ligne sur le CV et que ce que tu vas apprendre derrière, c'est aussi ce qui est important. Et tu apprendras beaucoup plus si t'es avec une personne qui a la volonté de t'apprendre versus si effectivement ça reste qu'une ligne sur le CV. C'est marrant ça, parce qu'on n'a pas trop cette vision. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends ça véritablement. Tu sais, quand on candidate pour un job, pour un stage, pour un CDI, etc., on pense souvent à, ok, les avantages, CDI, enfin, CDI, salaire, etc.
Mais ce fit avec justement le manager, tu sais, tu pourrais te dire, bon, le fit est pas ouf, mais les avantages, je kiffe. Donc let's go, j'y vais. Alors qu'en fait, sur le long terme... Bah, t'as dit un truc qui est très vrai, c'est l'histoire de projection. J'ai déjà fait passer des entretiens. Ouais. Quand tu fais passer un entretien à un candidat, une des principales questions que tu vas te poser, c'est est-ce que je me projette à travailler avec la personne que je reçois et est-ce que je la projette dans l'entreprise? Donc, est-ce qu'elle est alignée? Et en fait, c'est une question que doit se poser aussi le candidat. In fine, je viens pas juste pour la boîte, je viens pas juste pour le poste. C'est pas le seul truc déterminant, c'est aussi est-ce que moi je me projette à travailler avec ce type de manager? Est-ce que les valeurs qui ont été dégagées pendant cet entretien sont alignées avec les miennes? Et ouais, vraiment cet enjeu de projection, parce que à part les stages ou à la limite, oui, tu vas pour 6 mois. Bon, ça peut être très long 6 mois quand ça se passe mal. Mais quand tu acceptes un CDI, tu peux toujours en sortir, mais le but de base c'est pas d'y aller 3 mois, quoi. Donc, on voit quand même l'enjeu de se connaître un minimum. Ouais, du coup, oui, forcément. Parce que toi, quand t'arrives à HEC, par exemple, tu sais déjà, enfin, tu m'as dit au début que conseil, finance, ça te fait de l'œil parce que voie classique, etc. Après, tu bifurques sur, tu vas vers Louis Vuitton. C'était premier stage? Oui. D'ailleurs, pourquoi J'ai fait un stage en vente aussi, mais... Ok. Et pourquoi tu vas là-dessus, à ce moment-là? Parce que du coup, j'ai adoré mon expérience dans l'asso. Ouais, ok. Je me dis que c'est une industrie qui me plaît. Je vais à des events, je trouve de l'intérêt pour le job et tout. Je me dis que c'est trop bien, je me projette. Les missions me plaisent et juste j'ai envie de faire ça. Et je me dis, bon, bah, je vais le faire, je vais tester. Ça reste une première expérience. Au pire, tu te foires. Au pire, tu sais ce que tu veux pas refaire. C'est 6 mois. Vaut mieux faire ça qu'en sortie d'études ou plus tard dans ta vie. Donc voilà, je l'ai tenté. Et j'ai vu que c'était l'industrie qui me plaisait. J'ai vu aussi que j'aimais bien justement le côté chiffré qui me manquait un peu dans ce stage-là. Et c'est aussi comme ça que j'ai choisi mon stage d'après. Je pense qu'effectivement, on se connaît pas. Professionnellement parlant, on se connaît pas encore en école. Ça arrive très vite le premier. Ça arrive très vite. C'est pour ça que je trouve qu'il faut faire les assos aussi, parce que ça peut aussi te permettre un peu de te positionner, de voir si ça te plaît ou pas. Et encore une fois, de pas non plus se mettre trop la pression avec les stages de césure. Ça reste une période explorative de notre parcours pro. Effectivement, c'est ensuite de ces expériences-là dont on se servira pour, dans les prochains entretiens, se vendre pour potentiellement l'entreprise de tes rêves. Mais ça reste une période explorative et c'est vraiment bien, je pense, de tester aussi, enfin de tester ce qu'on aime et de tout simplement de voir si c'est ce qui nous plaît vraiment ou pas. Mais de pas non plus trop se mettre la pression avec cette période-là. Ça reste 6 mois. C'est pour ça, justement, qu'on fait le Media Trade, parce que, en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se projeter en école, qui sont un peu perdues, et en même temps, c'est compliqué, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il y aura derrière. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on te reçoive et qu'on reçoive des gens qui sont déjà à l'étape d'après, pour que peut-être une personne qui se dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller chez L'Oréal, etc. » Mais savoir déjà un minimum à l'avance dans quoi tu t'embarques, même si c'est toujours intéressant de voir par soi-même. Ouais. Mais si tu peux déjà filtrer à l'avance, et aussi ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de vous montrer comment on fait pour justement mieux se connaître, savoir ses attentes, justement les questions de valeur dont t'as parlé. Alors c'est quoi tes valeurs, toi ? La question piège dans ouais, de ouf. Cite-moi 3 valeurs, 3 qualités. 3 valeurs. non, en vrai, si t'as pas réfléchi à la question. Non, c'est pas que j'ai pas réfléchi. Professionnellement parlant, honnêteté, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi. Okay. Et d'ailleurs, le feedback, je trouve que ça recoupe avec cette valeur-là. Je pense qu'il faut savoir dire quand ça va pas et il faut savoir dire quand ça va bien. Toujours avec de la bienveillance, haute valeur, parce que je trouve que, enfin voilà, on travaille avec des gens et c'est important de garder aussi cet aspect humain dans son travail et de pas se mettre en mode machine, surtout pour justement pouvoir être en mesure aussi soi-même de se remettre en question et donc être capable d'entendre un feedback et de le donner soi-même. Je trouve que c'est comme ça qu'on s'améliore par la suite. Ouais, c'est pas que donner le feedback. C'est pas que donner, c'est le recevoir, esprit critique, enfin aussi savoir se remettre en question. Je trouve que c'est hyper important en entreprise. Enfin, il faut surtout pas être persuadé qu'on fait toujours les choses bien et on a toujours ce truc où quand on te dit qu'on a mal fait ton taf, tu te dis ah non mais c'est qu'il a pas compris ce que je voulais faire. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir écouter, donc écoute aussi, je dirais, et voilà, et être capable de recevoir le feedback et de se remettre en question derrière, d'implémenter ce feedback et à son tour ensuite de faire du feedback aussi pour améliorer les choses, savoir aussi voilà
être qui on est de manière générale, rester soi-même au travail, je pense que c'est hyper important. Tiens, j'ai une théorie. J'ai une théorie du métier parfait, entre guillemets. C'est la théorie des 4 jeux. Un métier, justement, tous les gens sont reconnus dans ce qu'ils font, qui kiffent ce qu'ils font, qui vraiment excellent dans leur domaine. C'est les 4 jeux. D'abord, le j'aime. Tu travailles dans un domaine qui t'attire naturellement de base. Le je suis, justement, un domaine qui est en accord avec tes valeurs et ta personnalité. Le je sais, un domaine dans lequel tu es doué, dans lequel tu as des facilités, dans lequel tu as un avantage concurrentiel. Et le dernier qui match avec tes envies d'argent, de prestige et des niveaux de vie. T'en penses quoi? Non, je suis alignée. En effet, c'est un bon combo. C'est un bon combo. Après, je pense qu'il y a toujours une de ces facettes-là qui va être privilégiée. Il faut savoir un peu quelle est la priorité. Typiquement, tu peux très bien avoir un centre d'intérêt pour quelque chose qui est moins rémunérateur. Ça veut pas dire que, t'as pas les 4 jeux, donc c'est fini. Non, bien sûr que non. Il faut savoir aussi toi-même doser ce qui t'importe le plus. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand quelqu'un ne se sent pas aligné totalement dans ce qu'il fait, c'est qu'il manque l'un des 4 jeux. Par exemple, tu peux être deux dans ce que tu fais, gagner beaucoup d'argent, etc. Même kiffer ton taf, c'est peut-être juste le secteur. Genre, si tu travailles dans je sais pas, dans la food, et en fait, ça te fait pas machin, mais en fait, peut-être que si tu vas travailler justement dans la mode ou dans autre chose, tu vois, il y a d'autres fois où, ton travail, il est super, etc. Mais, fondamentalement, t'as pas de edge, t'es pas particulièrement doué dans ce que tu fais, et donc t'as du mal peut-être à level up sur la carrière, tu vois, c'est un peu ce framework, quoi. Je pense que ça, effectivement, t'as complètement raison, et ça se construit aussi au fur et à mesure de sa carrière, parce que c'est pas forcément des choses où on est très au clair sur le métier au moment où on postule et au moment où on est pris, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des choses, et c'est ce qui nous fait évoluer de manière professionnelle vers d'autres métiers, vers d'autres focus, etc. Et en effet, je pense que c'est ce qu'on recherche toute sa vie, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de mauvaises expériences pro, je pense. Enfin, j'ai pas encore une énorme expérience pour faire une rétrospection hyper exhaustive, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience, que chaque expérience nous permet de savoir ce qu'on ne veut pas reproduire et ce qu'on veut du coup à tout prix qu'il soit là pour que justement on soit aligné avec soi-même dans ce qu'on fait. Et donc voilà, et donc encore plus important de répéter que la césure c'est important, mais c'est aussi une manière d'évaluer ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce que tu disais, et voilà. Il n'y a pas de mauvaise expérience, mais faut pas rester bloqué. Oui. Enfin, dans son expérience. Pas subir. Ouais, non, faut faut tirer des conclusions. Ouais. Je pense qu'il faut tirer des conclusions. À chaque fois, tu sors d'une mauvaise expérience, tu te dis ça allait pas du tout. Je veux plus jamais retrouver ça. Par contre, ça c'était bien et du coup, je vais poursuivre là-dedans. Il y a des gens qui ont un peu peur de ce changement, tu vois. Genre, j'ai un CDI, j'ai une sécurité, j'ai un salaire. Ok, ça se passe mal, mais vas-y, c'est limite. Je peux accepter la douleur parce que je suis bien payé. Si tu es capable de l'accepter et que vraiment t'arrives à passer outre, ok. Mais si c'est une douleur où t'es pas content d'aller au taf. T'aimes pas faire ce que tu veux quand tu te réveilles, t'as pas envie de te lever de ton lit et tout. Quand tu vas à la défense le matin, il fait pas beau. Non. Ouais. Mais ouais, clairement, il y a beaucoup de gens qui restent malgré tout dans des métiers qui leur plaisent pas, alors que justement qui sont pas alignés. Et ce truc c'est marrant, les entreprises dépensent des milliards dans de l'audit, donc pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui va pas. Mais personnellement, alors que fondamentalement, on est des entreprises. Tu vois, on a des objectifs de performance. Il y a l'humain, ça nous objectivise un peu, mais fondamentalement, on a des obligations de résultats, voilà. Et on pense pas souvent à faire cette espèce d'introspection, d'audit personnel pour savoir, ok, j'en suis là, voilà ce qui s'est passé, etc. Comment je peux arriver à m'en sortir et pas rester dans le déni de, c'est comme ça la vie. Ouais. C'est pour ça que t'es là. Mais ton expérience chez Louis Vuitton, du coup, puisque c'est passé comment, t'as kiffé ou qu'est-ce que t'en as retiré? Du coup, comme je t'ai dit, c'était hyper intéressant de bosser pour une grosse marque où tu bosses sur des produits. Enfin, du coup, j'étais sur la partie plutôt développement produit marketing. Donc, hyper intéressant de bosser sur des produits que tu retrouves après 6 mois plus tard dans toutes les boutiques du monde. Enfin, c'est toujours là pour le coup, tu parles de concret, tu vois
l'impact de ce que tu fais et de ton travail. Tu bosses à un stade hyper premier d'un développement produit et ensuite tu le retrouves dans le full distrib. C'est hyper intéressant. Après, j'étais dans une approche du coup très créative qui était parce que hyper là, on est intéressante. vraiment sur du produit. Ouais, Donc, ouais. mais il me manquait le chiffre. J'ai eu l'opportunité de bosser sur un gros projet de stratégie prix avec une de mes managers et c'est ce que j'ai préféré de mon stage parce que justement c'était vision un peu chiffrée mais aussi projection long terme, aussi un peu connaissance marché parce que tu projettes des prix qui vont aussi pas dissuader ton conso même si on est sur un marché un peu différent parce que le marché du luxe est moins sensible à l'évolution des prix. Mais du coup, c'est cette partie-là qui m'a le plus plu. Et c'est ça qui m'a poussé à postuler en tant que business analyst par la suite parce que je voulais vraiment quelque chose de chiffré. Okay. Donc intéressant et aussi ça a aiguillé la suite. Ok, il y a un cliché sur le luxe, généralement, que j'entends beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question. Tu vas peut-être pas pouvoir répondre, je sais pas, tu me diras. Mais que on entend souvent que dans le luxe, le management, il est des fois les équipes, il y a énormément de pression où tu gagnes un peu le fait d'être le côté prestige. Donc je travaille dans des beaux locaux, je travaille chez Louis Vuitton, chez Chanel, donc grosses marques, mais derrière l'ambiance, etc. C'est pas ouf. Est-ce que peut-être pas dans ton travail, mais t'as déjà entendu ça ou pas, je sais pas. Cette réputation un peu sur les métiers du luxe. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Après, encore une fois, ça dépend des équipes. Ouais. Je pense pas qu'il faille faire de généralité. Et ça dépend aussi de ton management. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de fitter avec ton manager. Parce que ça shape effectivement la manière dont tu vis ensuite ton expérience. Donc oui, c'est quelque chose qu'on entend sur le luxe. Je ne pense pas que ce soit un cliché parce que ça doit effectivement... En fait, si tu veux, il y a de la pression parce que t'es une marque qui a a priori déjà beaucoup de. Je parle pas de Vuitton, mais je parle en général. Oui. Quand tu travailles dans une marque de luxe qui est assez connue, il y a une réputation, il y a déjà une image de marque qui s'est construite et qui fonctionne. Donc, elle doit être maintenue si tu veux pas te faire dépasser par la concurrence. Et donc, Je comprends. Rapidement, il va nous rester 5 minutes, enfin un peu plus peut-être. Ouais, je voulais finir par est-ce que c'est difficile de rentrer par exemple chez Louis Vuitton, chez L'Oréal, comment on y rentre et aussi est-ce que dernièrement est-ce que tu aurais des petites stratégies, des petits tips, des petits conseils justement pour ce côté stratégie de carrière, de comment je fais pour rentrer tel endroit, etc. Donc comme je vous disais, je pense qu'il faut rencontrer les gens avec qui on veut travailler et avoir déjà des contacts dans le milieu pour faciliter justement les manières de postuler par derrière. Donc moi par exemple chez Vuitton, je sais que c'était via un event où ils nous avaient partagé un lien sur lequel c'était une plateforme alternative où poser son CV. Okay. Donc là typiquement mon stage numéro 1, il a été permis parce que justement, il y a eu cette connexion qui a été faite lors de l'event. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'aller aux événements. Et après, je pense que par exemple, chez L'Oréal, je sais que c'est pas mal de faire un stage avant de rentrer en CDI. Enfin, c'est presque nécessaire. Bien sûr, pas forcément à chaque fois, mais il y a déjà vraiment une plus-value quand tu as bossé dans le groupe et qu'ils te connaissent et que justement, il y a des managers qui ont bossé avec toi qui vont pouvoir te dire, te pusher et dire que tu travailles bien, etc. Donc je dirais de faire des stages si on a une entreprise de prédilection, de faire des stages déjà dedans pour ensuite l'intégrer en CDI, c'est très bien. L'Oréal, avant de postuler en stage, j'avais participé à des challenges parce qu'ils proposaient notamment à toutes les écoles de co ou même au-delà, aux ingés aussi je crois, de participer à des challenges où par exemple pendant une semaine tu dois bosser sur le développement d'un produit avec des guidelines précises, etc. Et ensuite tu rends des press, tu fais des vidéos, etc. C'est pas mal, je trouve, parce que déjà, ça te permet de toi de te sensibiliser à la culture de l'entreprise, de voir un petit peu quels sont leurs focus et la manière dont ils abordent le projet sur lequel ils te staffent. Tu vois déjà quels sont un peu leurs enjeux. Et encore une fois, tu rentres dans ce milieu-là. Derrière, quand t'es en entretien, tu leur dis, bah moi, ça fait plusieurs mois, années que je m'intéresse à votre entreprise. D'ailleurs, il y a un an, j'ai fait ce projet-là. Enfin, ça prouve que toi-même t'es engagé et que c'est pas justement 2 mois avant que tu t'es réveillé. Ouais. Donc voilà, je dirais faire un pas le plus tôt possible dans ces industries-là. Dans ces entreprises-là, si on a déjà en tête une entreprise, via de la rencontre en événement ou via des projets, et ensuite maintenir son réseau. Okay. Parce que du coup, le CDI, c'était vraiment maintien de réseau. Ouais. Petite question rapide sur les entretiens, moi.
Je connais très bien les entretiens en conseil, par exemple, ou en finance. Je sais que, tu vois, il y a des entretiens de fit où ça va être vraiment la personnalité, d'autres beaucoup plus techniques avec des études de cas ou certains cabinets comme Bain, BCG, McKinsey et tout, c'est des process très définis et connus. Je sais pas du tout comment ça se passe, par exemple chez L'Oréal. Dans ce type de poste, est-ce que c'est que du fit? Est-ce que vous avez des études de cas? Combien de tours, etc. Il y a beaucoup de fit. C'est quand même une grosse partie de l'entretien. Et par fit, c'est pas juste. Enfin, c'est vraiment aussi voir ta motivation. Ça passe aussi beaucoup par des questions sur ce que tu as fait dans ton parcours pro. C'est pour ça que je pense qu'il faut savoir vraiment bien parler de ses expériences professionnelles. Et donc arriver en entretien en sachant pertinemment ce qu'on a pu apporter dans chacune de nos expériences pro, quelle a été notre plus-value en tant que stagiaire chez tel groupe, etc. Ouais. Donc ça, vraiment être préparé là-dessus parce que c'est des questions qui reviennent à chaque fois et c'est comme ça aussi que le manager, comme tu disais tout à l'heure, va se projeter pour savoir si effectivement tu fit. Il y a aussi donc toute cette partie effectivement plutôt soft skills où on essaye de comprendre un peu quelle est la personne, pourquoi elle vient dans ce groupe-là, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce groupe-là, qu'est-ce qui l'intéresse dans ce métier-là. Et après, moi, là, par exemple, donc, je fais passer des entretiens pour recruter des stagiaires. J'ai aussi une partie un peu étude de cas, parce que comme on est sur un métier qui est quand même assez analytique, stratégique, je veux juste... Et encore une fois, c'est pas... c'est pas si jamais il sait pas lire le tableau, c'est fini. C'est juste pour voir un peu les mécanismes... arriver à voir s'il est à l'aise sur Excel. Un état des lieux, savoir où il en est. Voilà, et aussi voir comment la personne se projette. Parce que parfois, tu vois des gens qui en fait ont pas forcément envie d'être sur de l'analytique et ils sont plus sur un job plus créa et franchement, c'est mieux pour eux de leur expliquer que... ils s'en rendent compte en entretien. C'est ça, parce que en fait, potentiellement, ils savent pas, comme tu disais, ce que c'est que un assistant business manager et potentiellement, eux, ils sont dans l'aspect très campagne, très créa et c'est génial de bosser pour ça, mais c'est juste qu'ils auront moins ça s'ils viennent dans ils sont pas au bon endroit, quoi. Voilà, donc l'étude de cas, je pense qu'elle peut être pas mal aussi pour ne serait-ce que pour voir si c'est vraiment ce que la personne veut. Donc voilà, il y a une petite partie étude de cas, mais je dirais que 80% de l'entretien, ça reste du fit, enfin c'est un fit qui reste aussi pro évidemment, parce que tu parles de tes expériences professionnelles et de la manière dont t'as pu délivrer dans tes expériences précédentes. T'aurais un conseil par rapport à la manière, justement, vu que c'est important de parler de ces expériences, peut-être en termes de structure ou de la manière de le faire, est-ce que t'as un truc? Pour moi, faut savoir dégager un peu comme sur un CV des bullet points, trois types de missions que tu as faites et à chaque fois expliquer ce que tu as fait et ce que tu as apporté. Avoir vraiment un aspect recul de toi, ta plus-value et peut-être aussi de ce que tu as appris, des skills que tu as pu développer. Comme ça te permet de te rattacher aux skills que tu veux montrer de ton profil. Et aussi, ce que je pense, c'est hyper bien lire les fiches de poste dans les jobs pour lesquels on postule et notamment justement toutes ces skills là qui sont des prérequis, essayer de montrer via justement même l'illustration des précédentes expériences qu'on coche les skills requises et pour le coup, enfin je sais pas, un bullet point par skills en disant que voilà, sur cette mission là tu as pu développer ton côté plus entrepreneurial, sur celle-là plus analytique, enfin voilà. Rattacher vraiment ton profil à la fiche de poste. Écoutez les gens et écoutez le poste. Écoutez les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui répondent vraiment dans l'aspect à parler. Côté. Après, Genre, ils ont préparé leur entretien. Tu peux leur poser la question que tu veux, leur demander d'expliquer une expérience précise. Ah non, ils vont te parler de l'expérience qu'ils avaient prévu d'évoquer pendant l'entretien. Ah cette capacité d'adaptation. D'ailleurs, sur le CV, t'as fait comment pour te différencier? Est-ce que il suffit d'avoir HEC sur son CV pour rentrer n'importe où? Ou t'as des trucs de différenciation que t'as mis, tu t'es dit dans ta tête, ok, je vais mettre ça, peut-être dans la manière de présenter ce que tu fais, etc. Est-ce que t'auras des tips? C'est un peu ce qui doit aussi être dégagé à l'issue de l'entretien. C'est vraiment, déjà clair, CV clair, bullet point, etc. Chiffré. Essayer de mettre le plus de chiffres possible, dire le nombre d'études qu'on a faites, travailler avec tel nombre de clients, passer tel nombre de calls. En vrai, ça fait sharp et je trouve que ça dégage aussi déjà. Tu montres un peu que t'es capable de faire aussi de l'analyse de ce que t'as fait et t'as du recul sur tes expériences. Et aussi que sur le coup, tu subis pas. T'es là, t'es maître de tes projets, tu sais exactement avec quel nombre de clients t'as parlé, etc. Donc je trouve que c'est pas mal de faire ça. Voilà, donc un CV sharp et concis, tout en insistant sur les bonnes informations et le côté plus-value. En fait, je pense. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait appris en école de co. Il faut refaire son CV pour chaque offre. Ok, CV personnalisé, toi.
team CV personnalisé pour Déjà, telle entreprise. le header, là, en haut, Ouais. ça, on Ouais. nous avait toujours dit, il faut faire un truc personnalisé par rapport à là où tu vas apply. Si t'es Ok. en train de dire que tu veux faire du business management, faut rattacher ça. Tu veux faire du retail, tu Ouais. dis que t'adores le retail. Enfin, il faut Ah. un truc catching dès le début qui fait que ton CV correspond parfaitement à l'offre et que le recruteur, il ouvre ton truc, il se dit, OK, c'est le profil qu'il me faut. Donc, personnalisé, oui. Et justement, retrouver effectivement les skills requises via tes expériences. Donc il faut rechercher les spécificités du métier en question, les skills attendus, les valeurs de l'entreprise, etc. Et que tout ça, tu le retrouves dans ton CV. Après, pour justement que, vu que un recruteur c'est 3 secondes sur un CV en moyenne, qu'ils disent ok, ça passe. Ne serait-ce que pour si c'est du screening ou de l'IA qui analyse Ouais. son CV, il faut Ouais. que les mots-clés y soient. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est tout l'intérêt de personnaliser ton CV, c'est que les mots-clés de l'offre, elles soient catchées dans ton CV. Ah, tu fais pas le même CV pour un business. Malheureusement, il y en a plein qui le font Ouais. en stage, mais tu fais pas le même CV pour être business manager et pour être côté produit. Parce que on n'attend pas les mêmes compétences, on n'attend pas les mêmes skills et Énormément tout. de gens qui font des CV génériques qu'ils Ouais. envoient à tout le monde. Je l'ai fait. Oh, mais Je l'ai fait. Le premier stage, Non, mais c'est en que ça- vrai, t'es pas Bien sûr. assez aiguillé généralement. T'as pas d'expérience. Si t'as pas de contact, eh ben, faut que tu envoies des CV à 45, 50, 100 entreprises pour essayer de trouver un stage. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais t'en envoies plein. Et c'est vrai que ça peut paraître très vite chiant de dire je vais adapter à chaque entreprise. Mais il faut faire l'effort au moins à chaque type de poste. C'est Et pour ça que je pense après- qu'il faut vraiment cibler ce qui nous Ouais, intéresse. ouais, c'est ça. Il faut postuler que là où on est sûr que ça nous intéresse, on va dire oui derrière. Enfin, je vois pas trop l'intérêt de justement de passer du temps sur des jobs où on est sûr qu'on va décliner l'offre in fine. Ouais, c'est Ça te sûr. forme, ça peut être aussi une manière de te former. Ouais. Mais je veux dire, si on veut être hyper précis et avoir le job qu'on veut, je pense que, et si on l'a déjà en tête, alors ça nécessite aussi d'être fixé, aide, bien ouais. sûr. Mais si on l'a en tête, autant directement cibler ces offres-là et du coup, passer le plus de temps possible pour étayer notre candidature et que ça fit au maximum et ça matche cette offre-là. Et chez L'Oréal, par exemple, ils te permettent pas de postuler pour plus de 3 offres chez eux. Ouais, il y a Ouais. beaucoup de boîtes, c'est comme Et ça. c'est ouais. pas mal parce que Même- du coup toi-même, même enfin fois. moi au début j'avais l'approche classique, je me suis dit ok je vais postuler un peu partout et en fait je me suis dit bah là littéralement il faut que je scanne toutes les offres, que je vois les top 3 qui m'intéressent et c'est ces top 3 là où potentiellement derrière j'ai vraiment envie d'y aller et je serai motivée à fond. Il y a des boîtes, c'est encore pire, attention d'ailleurs. Je sais que dans le conseil, il y a beaucoup de boîtes, des top cabinets, où tu peux postuler qu'une fois. Enfin, tu postules une fois et après tu peux plus postuler pendant, je crois, 1 an et demi ou un truc comme ça. Ah oui oui T'es oui. bloqué direct au niveau du screening. Ton Mm. CV ne passe pas si t'as postulé dans les 1 an et demi qui précèdent ou un truc comme ça. C'est à peu près ça, je sais pas si c'est le durée exacte, mais Ouais. Question, t'as beaucoup parlé de justement, il faut avoir une idée en tête, cibler, etc. par rapport à l'entreprise. Comment tu fais quand t'as aucune idée? Ou alors t'as des idées vaguement, mais tu sais pas vraiment. je regarde Trade. Voilà, justement. Alors, tu t'as dit que bon. Non. Mais ouais, mais du coup, c'est un peu ça le truc, c'est il y a des fois, bah, tu sais pas quoi. Et donc, abonnez-vous à Trade si vous voulez qu'on vous aide là-dessus. Et vous avez des choses encore t'as des questions encore? Moi, j'ai une petite dernière Vas-y. question éventuellement. Je sais pas si tu auras la réponse, mais est-ce qu'il y a des faux pas, on va dire, ou des erreurs que tu as faites depuis, peut-être depuis HEC, je sais pas si c'est hyper pertinent de parler avant au niveau prépa et tout, mais depuis HEC, dans le parcours de recherche d'emploi, dans même ton parcours à HEC, ou au niveau de tes stages, de ton job aujourd'hui, En termes d'alignement aussi, Ouais. peut-être. que tu referais pas, enfin, qui t'ont vraiment servi de leçon et qui permettrait à la personne qui regarde de se dire, ok, c'est un truc que j'aurais pu faire, il faudrait que j'évite, quoi. Comme je vous ai dit, vraiment en entretien, être hyper vigilant au contact qu'on a avec le manager et aussi envisager son expérience future avec cette personne-là, voir, enfin demander en fait, poser des questions en entretien, poser des questions à son manager sur quelles vont vraiment, enfin une journée type, qu'est-ce que cette personne aussi attend de toi. Je trouve que c'est intéressant de poser cette question à un manager parce que du coup tu vois directement aussi les valeurs de ton manager et si t'es aligné et si toi t'es capable de matcher ces demandes-là. Ouais, bonne question. Donc voilà, être vraiment très dans l'écoute aussi de en fait l'entretien pour moi ça a 2 sens, arriver en parlant mais aussi en écoutant et en ayant une idée en tête de si on se voit là-dedans et c'est pas un faux pas mais vraiment un conseil, c'est encore une fois d'être aussi pas dans
la crainte de tester une industrie si on l'a en tête et qu'on se dit que c'est pas forcément du conseil, de la finance, la voie royale, quelque chose que tes parents t'ont demandé de faire, ou que tous tes potes font, etc. Oser, parce que encore une fois, les césures c'est fait pour ça. Les écoles de co, elles nous permettent de faire ça pour nous former nous et pour qu'on sache ce qu'on veut faire. Donc je pense qu'il faut saisir vraiment ces opportunités où il n'y a pas encore énormément de retombées sur la suite de ta carrière, et voir ça vraiment comme de l'exploration et vraiment sortir de chaque expérience en ayant fait sa conclusion sur quelle personne on est au travail, ce qu'on recherche à tout prix dans nos anciens postes, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Merci de nous avoir écoutés. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Commentez, vraiment nous dire ce que vous en avez pensé. Qui vous voulez voir, on a déjà nos idées, mais si vous avez des personnes en particulier, ceux qui auront le plus de likes, je sais pas, on fera en sorte de les faire venir. Et voilà. Merci Diane. Merci Diane. Salut. D'avoir accordé ce temps. Et merci à vous. Ciao les amis.